j'avais très envie de travailler pour l'Euro. Et j'avais pas de taf. Oui, j'ai vu, t'as pris des billets. Juste avant la finale, on reçoit un appel de la team de Harry Kane. Donc la finale, c'était Angleterre et Espagne. Aujourd'hui, on reçoit Bilal Zaghaoui, le photographe de sport et mode qui peut-être couvre le plus grand nombre d'événements dans le monde. J'étais invité par Mercedes à Las Vegas en novembre dernier. Je passe devant tout le monde et je me retrouve avec George Russell devant moi, avec son trophée en train de célébrer. Il a un parcours un peu comme moi, où il a tout appris de lui-même. Tous les insights, en fait, pour comprendre ce qu'une grosse marque comme Adidas pouvait attendre d'une agence qu'il contractait. Moi, en fait, je regardais un peu les briefs, je regardais les devis, je me suis dit, c'est incroyable, on peut faire vraiment un bon business à partir de ça, quoi. Et comme il a un chemin pas traditionnel, et ben il a plein d'histoires intéressantes. Je pense que beaucoup d'entre vous peuvent être inspirés par le parcours de Bilal, c'est pour ça qu'il est là. Bonne écoute et pensez à vous abonner. Bienvenue chez moi, je pose toujours cette question pour commencer, pour te présenter un petit peu à mon audience. Bilal, tu fais quoi dans la vie ? Alors, très bonne question. Alors en ce moment même, je fais de la photo. Donc moi, je me considère comme un photographe. Même si je tâte un peu en vidéo, je fais pas mal de formats courts pour les réseaux sociaux. Mais en gros, mon job title, on va dire, c'est Founder of Blink Media. Blink Media, c'est mon agence, c'est une petite agence de médias que j'ai fait avec un très bon pote à moi qui s'appelle Vincent. On est basé en Allemagne. Vincent est allemand, donc il s'occupe vraiment de tout ce qui est gérer l'administratif et tout. Et puis moi, j'ai pas mal de très bonnes connexions. Vu que j'ai travaillé pendant presque 4 ans chez Adidas. Donc en fait, toutes ces connexions que je me suis fait chez Adidas, je les active toujours à ce jour et ça me permet de couvrir beaucoup d'événements sportifs. Et puis voilà, donc je fais du sport, de la Formule 1, pas mal de fashion, vu que je suis à Paris en ce moment même pour la Fashion Week. Donc c'est vraiment très divers ce que je fais. Mais ce que je kiffe de ouf, c'est vraiment Formule 1, le sport. Et tout ce qui est automotive en fait. Ok, d'accord. Donc voilà. Tu t'es formé tout seul à la photo ou t'as fait une école de photo Écoute, non, du tout. Alors moi, je me suis vraiment autodidacte, donc j'ai appris tout seul, sur le tas, il y a à peu près 3 ans de ça. Ouais. Donc j'ai commencé à prendre la chose assez sérieusement, j'ai commencé à voir les opportunités en fait que la création de contenu pouvait générer. Le fait en fait, la création de contenu c'est limitless. Donc ça veut dire que il y aura tout le temps des marques, tout le temps des influenceurs, tout le temps des célébrités qui vont avoir besoin de contenu. Et ça, j'ai vite compris ça une fois que j'étais chez Adidas. Je briefais pas mal d'agences et je me suis rendu compte du potentiel qu'il y avait en fait derrière ça. Ah d'accord, donc avant de devenir photographe, avant de créer toi-même, c'était toi qui briefais les agences pour produire du contenu ? Exactement. C'est vrai que c'est un point important parce qu'en fait ça m'a donné le... T'avais le job d'agence avant quoi en C'est fait. ça. Tous les insights en fait pour comprendre ce qu'une grosse marque comme Adidas pouvait attendre d'une agence qu'il contractait. Et moi en fait je regardais un peu les briefs, je regardais les devis, je me suis dit c'est incroyable, on peut faire vraiment un bon business à partir de ça quoi. Et puis j'ai essayé de comprendre tous les aspects stratégiques aussi parce qu'en fait la création de contenu c'est pas juste tu prends ta caméra et tu vas shooter comme un ouf. C'est plus en mode bon, au début tu shootes comme un ouf pour apprendre les rudiments des caméras, mais le truc c'est que tu dois avoir tout l'aspect stratégique derrière, brand vision. Et ça en fait j'ai eu la chance justement de briefer des agences, de travailler dans une grande boîte pour comprendre quelles étaient les attentes. Bon, j'espère que c'est pas trop chiant ce que je t'explique. Non, mais moi je trouve ça intéressant, c'est aussi pour ça que je fais venir des gens qui m'intéressent ici. C'est marrant parce que du coup tu as eu l'entrée dans ce domaine de créateur indépendant avec un bagage que 90% des gars n'ont pas. Ouais. Tu savais avec 0 abonné ce que les grandes marques attendaient déjà. Ouais, exactement. Enfin, moi, je travaillais plus du côté, pas vraiment du côté social media, mais plus du côté e-com, du côté retail, tu vois. Donc, en fait, les livrables sont très différents, quoi. C'est vraiment de l'affichage. Ouais. Mais en soit, j'ai assez vite compris l'impact que pouvaient avoir les réseaux sociaux et comment juste communiquer, en fait. Communiquer avec une grande marque, communiquer avec une agence, quelles étaient les relations hiérarchique on va dire entre les différents acteurs du milieu, et en fait ça c'est des insights qui sont très difficiles à avoir si t'as pas eu une expérience professionnelle de la sorte quoi. Regarde, truc tout bête, sur mes premières OP avec une agence et il y a une marque derrière, moi j'ai dû apprendre que t'es pas censé parler directement avec la marque, l'agence elle est là pour ça, elle est là pour gérer les trucs, et j'imagine que toi en fait dès que t'as commencé à bosser avec des marques pour ton compte, ça a dû être un plaisir pour une agence ou une marque ok, il comprend les codes quoi. Ouais. Il va pas faire de dinguerie, il comprend les codes, il comprend nos enjeux, il sait recevoir un brief, il sait recevoir un truc quoi. Ouais, exactement. Donc maintenant là j'ai la chance,
enfin je veux dire la chance de pas trop travailler en agence. Ok. Je pense que ce qui fait la force Aujourd'hui, tu bosses de mon beaucoup en business, direct avec des marques. on va dire, c'est mes connexions. Donc je travaille directement avec les marques. C'est-à-dire que, on va dire, dans 80% des cas, je travaille avec la marque. C'est-à-dire que dans 20% des cas, il y a une agence qui va me contacter et je vais travailler avec l'agence. D'accord. Mais la plupart du temps, ça va être en direct. Quoi. Ok. Pour continuer à te présenter, fais-moi rêver un petit peu. On va se la péter. C'est quoi les trucs les plus stylés, les gens les plus stylés que tu as pu couvrir et prendre en photo? Je vais te répondre, après je te poserai la même question. Parce que bah toi oui, aussi, bien sûr, on est là pour se la as péter. Vécu, on n'a pas investi dans un podcast pour pas se la péter. T'en as vécu des expériences. Et pour rebondir sur ce que tu as dit, toi aussi tu comprends un peu très bien les attentes. Bien sûr. Tu fais énormément de collaborations. Que ce soit avec les collaborations France TV, les trucs avec Roland Garros et tout. Moi je me rappelle, t'étais devant à l'époque et je te regardais, je disais en fait il y a vraiment un truc à prendre dans ce que tu fais, tu vois, c'est le storytelling, tu vois, c'est comment tu racontes des histoires. Et ça rejoint l'aspect stratégique parce que chaque marque, chaque média a une stratégie. Et si tu arrives à véhiculer une histoire de ton point de vue et à la lier à un domaine stratégique d'une marque ou d'un média, eh ben, tu peux aller loin dans ce domaine-là. Quoi. Mais voilà. Donc, pour en revenir à ta question, les moments les plus stylés que j'ai vécu avec la création de contenu, c'est ma journée avec Roger Federer. Ça c'était un truc de fou. Franchement, voir Roger arriver le matin à 7h sur un cours à Zurich et passer la journée avec toi. Et après, tu te rends compte que en fait, c'est un des seuls sportifs milliardaires. C'est l'un des tennisman c'est le tennisman le plus préféré de l'histoire, vu que c'est son style de jeu, c'est sa classe, c'est son aura, tu vois. C'était vraiment incroyable. Et en fait, juste d'échanger avec lui, de communiquer, et il était vraiment très terre à terre aussi. Donc, c'est une collaboration plus qu'un shoot. Donc, moi, j'avais un peu des trucs expérimentaux. Il te proposait des trucs et tout pendant le shoot. Exactement. C'est stylé ça. Donc, moi, en fait, j'avais un espèce de brief à suivre et je lui présentais toutes mes idées. Il me dit ah ouais, mais ça c'est top et tout. Et si je le faisais comme ça, c'est plus la manière dont j'ai l'habitude de le faire. Je pense que ça marcherait mieux. Moi, je faisais des trucs de ouf à l'époque avec les caméras Insta360. Donc, j'avais des perches de 3 mètres, tu vois, et en fait, je trouvais des perspectives un peu uniques pour retranscrire cette idée de tennis, son sport. Et franchement, ce qu'on a réussi à faire, c'est pas pour me la péter ou quoi, mais c'était assez unique. Franchement, ça a été jamais vu dans la création de contenu. On a fait une ads pour On Running, c'est sa boîte dans laquelle il a des parts. Et on a lancé la Roger, je sais pas, une de ses paires de chaussures. Et en fait, ça, c'était l'ads la plus vue sur la page de On Running pendant plusieurs mois, quoi. Avant maintenant, ils ont Zendaya, ils ont des talents de ouf. C'est vrai que maintenant, ils se sont vraiment mis à jour niveau de talent. Le roster, il est solide maintenant. Ouais, exactement. Et ils ont triplé leur vente. C'est passé à plus de 4 milliards de dollars ou de chiffre d'affaires, mais ils sont en pleine croissance, c'est un truc de fou. Et ça, c'est aussi grâce à Roger, quoi, qui a investi des parts dans la boîte et qui a enchaîné, quoi. Ouais, balèze. Donc balèze. Voilà. Tu peux me balancer un petit listing. J'aimerais bien un listing des trucs les plus stylés que tu as pu couvrir pour présenter pour les gens qui te connaissent pas. Alors, je pense... J'ai vu des Fashion Week. Fashion Week, comme je t'ai dit, c'est cool, mais moi je me lasse assez vite du fashion. J'aime bien le faire de temps en temps, mais le truc les plus ouf que j'ai pu faire, c'est Formule 1 Abu Dhabi GP. Donc ça, j'ai fait pas mal de GP, mais en fait Abu Dhabi, c'était vraiment le full circle moment, comme ils appellent ça aux States. C'est vraiment en mode j'étais vraiment bridé avec Aston Martin, avec Boss. Tu sais, t'as pas tous les accès, t'es vraiment focus sur la marque. Et là, à Abu Dhabi, j'ai eu vraiment l'accès à tout. Tu fais ce que tu veux. Voilà, j'ai eu jusqu'au grid pass, c'est juste avant la course, quand tu as toutes les célébrités et tous les journalistes qui sont sur la mise en place de la grille de départ. Et pourquoi c'était un full circle moment? Parce que tu l'as vécu une première fois juste avec une marque et tu l'as revécu une deuxième fois full access? En fait, ça faisait presque 18 mois que je travaillais sur la Formule 1, mais que j'étais bridé à une marque à chaque fois. Donc, soit je travaillais avec Mercedes, soit je travaillais avec Aston Martin, soit je travaillais avec Boss. Et le moment où j'ai eu le full access, c'est-à-dire que j'avais accès à tout. J'avais accès au garage, j'avais accès au lounge, j'avais accès au media center, j'avais vraiment accès à tout. Je vois. Alors que normalement, c'est juste, quand je suis avec Aston Martin, je suis limité au lounge
Et puis je dois je dois faire des photos des talents, Des personnes qui des passent. célébrités qui passent, leur faire visiter le garage, donc ça c'est cool. Mhm. Mais finalement c'est assez redondant, Ouais. même si c'est hyper cool, c'est assez redondant. Mais là, le moment où j'étais à Abu Dhabi, où j'étais face to face avec Carlos Sainz quand il mettait son casque pour rentrer dans sa voiture, Ouais. vraiment des shots assez uniques. Et ça m'a permis de vraiment promouvoir mon travail et ce que je faisais de la meilleure des manières, quoi. Ok. Donc, Stylé. donc je dirais Stylé. Roger Federer, Formule 1. J'ai fait les Ballons d'Or aussi. Ah oui, pas mal. C'était vraiment cool. Mhm. Donc j'étais avec Lamine Yamal, j'en ai réussi à faire un... T'as un méchant portrait de lui, ouais, je me rappelle. Ouais, Lamine Yamal, je le suis à la trace Mhm. depuis qu'il a commencé à percer, quoi. Mhm. Il est sponsorisé Adidas, donc c'est aussi une belle connexion que j'ai avec Adidas qui ils me font confiance. Ouais. Donc voilà, faudrait que je prenne mon téléphone pour un peu Ah, regarder. mais bien sûr, allez sur son compte Insta, c'est rempli de bangers comme ça. Donc c'était juste vraiment pour vous présenter. On n'est pas là pour se la péter sur nos références, mais ça permet de mettre un petit peu le contexte. Exactement. Et donc je rebondis tout de suite sur Adidas, Lamine Yamal. C'est quand même cool quand tu as une marque ou des gens ou un univers que tu peux suivre à long terme et quand on te fait confiance, tu vois. Genre là, j'ai le même feeling avec Puma. Puma, ça fait longtemps qu'on bosse ensemble. Ça s'est fait avec des interviews avec Nico, etc. Et bah là, cet été, non, même pas cet été, c'était il y a quelques mois, ils me disent on a Tyrese Haliburton, joueur qu'a fait Team USA. J'ai vu ça. On te donne 20 minutes avec lui, il me demande même pas mes questions. Il me demande même pas mes questions. Ouais. Et je dis bah vas-y, c'est parti. Ouais. T'es assez media safe. T'as déjà fait. Moi, en fait, c'est ça que je dis. Je suis média safe, exactement. Alors, je fais l'influenceur, exactement. Moi, je fais l'influenceur qui vient avec sa caméra, qui dit des conneries, etc. Mais je reste lisse comme mec, tu vois. Je suis très vanille. Les marques, je leur dis pendant l'école, je leur dis, je fais des conneries. Mais je suis tranquille, je vais pas te faire un bad buzz, je vais pas te faire de conneries. Il y a aucun athlète qui va mal le prendre, ma présence, tu vois. Donc t'as raison, hein, tu m'as bien vu. Mais t'as une espèce de vibe assez communicative. Et ça, en fait, c'est hyper dur à avoir, en fait. Ce que j'admire chez toi, c'est juste le fait, ta prestance face à la caméra. Et ça, je me rappelle que j'avais énormément de mal, et j'ai toujours du mal à le faire. On y a toujours. Ouais. Mais le truc, c'est qu'il faut pratiquer, en fait. Ouais. Faut se mettre une caméra, faut apprendre à pas regarder l'écran, mais à regarder dans l'objectif, à être communicatif, parler avec les mains, parler avec les expressions, tu vois, pour toujours captiver ton audience. Moi, je me suis toujours dit que la caméra, elle ne chope que 75% de ton énergie. Donc, si tu veux donner 100, il faut donner 125. Et je me suis toujours dit ça. C'est ça, ouais. Et puis même juste pour que les mots s'enchaînent, tu vois, quand on se parle, là, c'est facile parce qu'on se parle de manière assez naturelle. Mais quand t'es tout seul, même chez toi, devant la caméra, ou quand tu t'imagines, j'étais au NBA All-Star Game, tu vois, je me suis dit, je me chauffe, je fais un truc devant la caméra. En fait, quand t'as des gens autour de toi, mais c'est encore anxiété, mais 2000%, tu perds tous tes moyens, tu sais pas quoi dire, tu regardes ton script. Si tu veux faire un truc en public et que t'as pas d'expertise, il faut que t'écrives ton script et c'est vraiment phrase par phrase. Phrase par phrase. Moi, c'est pareil, quand j'ai commencé sur YouTube, je pensais, moi, tu sais, en présentation à l'école, j'étais à l'aise. Donc, je me suis dit, je vais commencer YouTube, mes scripts, ça va être des petits bullet points. Pas du tout. Après 3 mois à avoir commencé YouTube, tous mes mots étaient écrits. Tous mes mots étaient écrits. Maintenant, je me suis un petit peu habitué, je teste des choses, je m'amuse. Mais ouais, j'ai grave ce feeling. Tu vois, il y a Dry Off dans les commentaires, Bullgoat qui te dit bonjour. Pour ceux qui écoutent le podcast après, on fait les podcasts toujours en live, donc il y a toujours le chat, on peut prendre un petit peu toutes vos questions. D'ailleurs, on se fait même engueuler, il y a des gens qui disent commencez en avance. On a commencé 20 minutes en avance. On s'excuse pour ceux qui sont en live et qui espéraient venir exactement à l'heure. Il y a des gens qui disent déjà Federer et la F1, mon rêve. Bonjour à tous, j'espère que les travaux n'ont pas encore commencé. Ah oui, ça c'est un truc, j'ai mis ça dans mon canal Insta. Je me suis dit c'est trop cool de faire des interviews chez moi. Mais j'ai jamais pensé. Ça se trouve, à tout moment, il y a quelqu'un qui fait des travaux au-dessus et ça ruine une interview. Donc là, maintenant, je me suis enclenché une peur qui existera pendant tous mes podcasts. Ça y est, j'ai cette peur pour toujours. Bilal, qui est avec nous, j'ai envie un petit peu de raconter un petit peu ton parcours parce que je le connais pas. Moi, je suis curieux de plein de trucs. Comment t'arrives à passer de j'ai 0 abonné, j'ai quand même mes connaissances avec Adidas, à je vais courir des trucs aussi big. Toi, c'est quoi ta recette à toi ? Ma recette est assez folle. En gros, je pense que je suis un des premiers ou un des seuls dans mon entourage, j'ai pas entendu cette histoire auparavant. Le seul truc qu'il faut savoir, c'est que j'ai eu pas mal de chance au niveau de mon travail chez Adidas. Donc j'ai vu, comme je t'ai dit avant, pour pas me répéter, mais j'ai fait pas mal de connexions avec les agences, avec les gens chez Adidas. Et
en fait, à partir de ces connexions-là, ça m'a permis d'accéder à des tournages. Donc, je faisais beaucoup d'assistanat. J'essayais de dire, est-ce que je peux faire des BTS pour ce shoot ou pour cet événement ou quoi. Et en fait, je créais toujours des contenus, j'essayais des trucs. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte de l'opportunité qu'il y avait. Et quand j'ai spoté des événements, que ce soit des Fashion Week ou que ce soit je sais pas, un marathon qui est à Paris, ben j'hésitais pas à faire le voyage, tu vois, à mes propres frais. Donc comme je t'ai dit, j'avais assez de chance, j'avais un salaire assez convenable, donc j'ai pu investir dans mon matériel, dans mes caméras. Et t'as investi dans les billets, les déplacements, dans etc. les billets, les déplacements, les hôtels. Je me rappelle que ça faisait mal quand je mettais 500 balles dans un hôtel un peu pourrave à Paris pour faire des Fashion Week, du street style, courir après des influenceurs et tout. Mais finalement, il te faut un taf ou un shoot pour rentabiliser toute ta semaine. Exactement. Donc dis-toi que tu as 7 jours ou des fois la Fashion Week là c'est 10 jours presque. Dis-toi que si tu charbonnes comme un âne, genre en mode tu fais tous les sorties de show, tous les trucs, tu prends des photos des gens, il y a 90% de chances que t'aies un taf qui te permette... Qui va sortir de cette semaine. C'est très très bien vu ça. Moi ça me fait penser à un truc qui n'a un peu rien à voir, mais j'étais dans ma vie de youtubeur et en plein milieu du Covid, j'ai été cas contact et c'était le moment où tu dois t'enfermer, etc. Moi j'ai respecté ça à la lettre. Sauf que j'étais en plein shooting à Marseille. Donc à Marseille, ils me disent, t'es cas contact, je venais de commencer ma carrière à ce moment-là. Oh non. Tu dois te prendre un hôtel. Je me prends un hôtel à mes frais. À la semaine, hein. 1000 balles. Tu vois, je crame 1000 balles. Et là, je suis comme ça. Wow, bon, relou d'avoir sorti 1000 balles. Et là, je vois un de mes mails qui tombe. Mais rien à voir, hein, tu sais, c'est Red Shadow Legend qui me demande un placement sur YouTube. Et donc, c'est quoi comme sponsor Red Shadow Legend? Red Shadow Legend, c'est à l'ancienne, c'est un jeu. Tous les youtubeurs ont fait la pub de Red Shadow Legend. Tu sais, c'est le jeu gaming de base sur le téléphone, jeu mobile. Et moi, à ce moment-là, je crois que c'est un de mes premiers placements. Je réponds au mail. J'ai pas envie de faire un placement Red Shadow Legend. Genre, vraiment, le placement, il est pas ouf. Je réponds. Il fait le difficile en plus. Non, mais le mec. Et je réponds. 1200, ils ont dit 1000. J'ai fait, allez, ça paye l'hôtel. Ça paye l'hôtel. Et c'est vraiment ça, tu vois, genre, ouais, il y a une opportunité. Bon, là, il se trouve que ça n'a rien à voir, tu vois, mais en Fashion Week en particulier, je pense que ça s'applique, surtout si tu fais des photos et des bonnes photos. Je pense qu'ils recrutent du photographe et du créatif un peu à l'arrache. Ils organisent une soirée. Il y a toujours besoin d'un créatif en plus. Tu peux vite choper un gig de tiens, viens à notre soirée prendre des photos, envoie un devis et c'est réglé, quoi. Bah ouais, en fait le business il est surtout aussi les influenceurs. Donc en gros c'est marrant parce que t'as les gros influenceurs, donc c'est ceux qui pèsent, c'est plus de 1 million, 2 millions, tu vois. 1 million. Et après t'as plein de petits influenceurs, plein de petits créateurs. Et ces créateurs là, c'est ceux qui vont te payer parce qu'ils ont besoin ils ont besoin d'avoir cette qualité, ce reportage photo d'eux qui vont à un show photo. Et en fait les gros influenceurs, c'est pas eux qui vont te payer. C'est les agences de presse qui les représentent, qui vont te contacter et qui vont te dire on a besoin d'un photographe pour représenter notre talent. Et là ils vont t'envoyer à son hôtel pour shooter avant le show. Ensuite si tu as de la chance, ils vont même te mettre dans le show avec elle pour prendre les photos au show. Et s'il y a besoin d'une vidéo, il y a aussi vidéo à faire, quoi. Mais c'est un peu ça le business de la Fashion Week. Et pour ça, t'es un peu moins payé parce que t'as la capacité de filmer et de mettre dans ton portfolio un gros nom, c'est ça? Ouais, le problème avec la Fashion Week, c'est qu'il y a énormément de compétitions dans la rue. Tu les vois, c'est la cohue-bohue dans l'expression de grand-père. La ouais, c'est vrai, t'as 200 ans. 200 ans. Sors d'ici, c'est bon, fin de podcast. J'étais dehors. Je sais plus où j'ai entendu cette expression. Ouais, mais du coup, c'est la cohue-bohue. Voilà. Et en fait, pour faire sa marque, il faut être un peu un filou. Et là où j'ai un peu fait la différence, c'est que au départ, tu démarres avec du street style. Et là, tu repères, t'analyses, tu regardes. T'es un peu obligé parce que tu dois shooter dehors. C'est ça. Donc tu repères un peu la dynamique de la Fashion Week. C'est les influenceurs qui arrivent, qui font des allers-retours dans la rue pour se faire saucer par tous les photographes. Ah ouais, mais moi qui connais rien au monde du fashion, ils font vraiment des allers-retours juste pour ça. C'est hilarant, Mais il y a des mécanismes qui sont à mourir de rire. Donc en mode, du coup, t'as l'entrée du show et t'as des influenceurs qui vont arriver en avance. Ils vont voir s'il n'y a pas assez de photographes.
ils vont dire à leur chauffeur de faire d'autres tours de pâté de blocs de maison jusqu'à ce que ça charge, jusqu'à ce que quand en fait ils tombent et quand ils sortent de la voiture, faut qu'il y ait des photographes, tu sais, c'est jamais qu'il y a dans la voiture. C'est-à-dire que tout le monde se précipite quoi qu'il arrive. Et attends, mais mec, ça veut dire qu'ils ont un assistant avec leur iPhone qui se met derrière les photographes. Comme ça, l'assistant bien sûr. prend la vidéo. Parce qu'il faut montrer qu'il y a plein de photographes qui. Exactement. Mais attends, tu dis influenceurs, mais j'imagine des B-list celebrities aussi, quoi. Genre des acteurs qui sont moins connus, des modèles moins connus, je sais pas. Bah, mais c'est surtout de l'influence. Les célébrités, elles rentrent par l'entrée VIP. C'est-à-dire qu'elles s'arrêtent pas pour les photos. Elles tracent parce qu'elles sont déjà célèbres. Donc dans la rue, il y a que. Dans la rue, il y a que les influenceurs et les B-list influenceurs, tu vois. Okay. Donc, et en fait, ces influenceurs-là, ils font des allers-retours dans la rue en mode et t'as toujours t'as plein de photographes qui sont là pour faire leur portfolio, pour justement créer cette hype autour de leur photographie, promouvoir leur travail. Et puis le jeu, c'est de les taguer un max dans les stories, dans les posts pour qu'ils voient ça. Qu'ils voient ta photo et qu'ils te contactent. Qui relayent leur truc. Bien sûr. Donc, ok. Donc voilà. Ok, super intéressant. Petite interruption, si t'es encore là, ça fait 20 minutes que t'es avec nous, t'es en train de passer un bon moment. Pense à t'abonner, mets 5 étoiles, tous les trucs d'interaction que tu peux faire pour donner de la force à ce podcast. Je voulais lancer ce truc depuis des années, je lance enfin maintenant. On est au fin fond des classements Spotify et des classements YouTube. Essayons de rendre ce podcast hyper intéressant. D'ici 1 an, j'aimerais bien voir jusqu'où on peut l'amener. Et je pense que ça peut être loin. Bon, je te laisse repartir sur l'épisode. Il y a Alex dans le chat qui disait: je connaissais pas l'invité, j'ai fait un tour sur son Insta. Waouh, c'est propre. Et du coup, c'est quoi l'anecdote la plus drôle sur un shooting? Je pense qu'il y en a 1000. C'est comme me demander l'anecdote la plus drôle sur un tournage. Mais du coup, moi, ce que j'aime bien demander, c'est quoi ta dernière anecdote, le dernier shooting, sur quoi t'étais là? T'es à Paris, pourquoi? Alors, je vais quand même te retourner la question en premier. Bien parce sûr. que je te dis que je te retourne des questions, mais là, on parle que de moi. Oui, on peut. Vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu veux savoir? Pareil, ton anecdote, une anecdote de tournage, un truc, peut-être un truc gênant. Genre, t'as jamais eu un truc gênant où, genre, tu poses une question et genre la personne en face. T'es complètement à côté. Elle répond soit à côté, soit elle veut pas répondre, ou soit il y a un malaise, tu vois. Alors moi, maintenant, j'en ai de moins en moins parce que quand je pose une question où c'est gênant, je dis tout de suite: ah, tu veux pas toucher ce sujet? Y a pas de souci, on passe à autre chose. Tu vois, genre maintenant, je trouve que franchement, 30% de mon job, c'est de mettre à l'aise la personne qui est en face. Donc si quelque chose est gênant, c'est gênant, bah t'inquiète, je vais le botter en touche. Y a pas de moment gênant. Après, s'il y a un truc qui a été quand même gênant pour moi, plus pour moi que pour l'athlète en question, parce que je me suis fait chier à aller je me suis fait chier à aller jusqu'au Super Bowl. C'était le dernier Super Bowl des Eagles contre les Chiefs. Pas celui-là, celui d'avant. C'est mon équipe préférée. J'arrive en conférence de presse. Je réussis à avoir l'attention de Jalen Hurts, le quarterback. Moi, je lui pose quoi comme question? J'essaye juste de me différencier un tout petit peu. Tu vois, c'est tous les mêmes questions. Je lui dis: écoute, Jalen, tu te prépares pour le match le plus important, mais si tu gagnes, t'as déjà pensé où tu veux emmener le trophée? Tu veux faire un tour du monde? Du coup, je lui dis: bien sûr. Tu veux l'emmener à Paris? Moi, dans ma tête, la question était cool. Dans ma tête, la question était cool. Mais lui, qu'est-ce qu'il me répond? Il me dit: mais je t'avoue que je focus sur le match là. Je focus sur gagner le match. Et passer à la prochaine question. Et dans ma tête, je suis en... Ah, tu passes pour un con un peu. T'es complètement teubé. Pourquoi tu poses cette question? Mais bon, ça arrive, tu vois. Donc j'étais plus gêné. Mais lui, il s'en fout. Il fait sa conf de presse. Il répond. Il essaie de dévier les questions parce que bon, c'est son moment. Mais sinon, est-ce que j'ai été gêné sur un truc où il y a plus de proximité? Parce que tu sais, une conférence de presse, c'est différent d'un moment personnel. Je sais pas. Franchement, j'en ai pas en particulier. Franchement, j'ai ça qui me reste en tête, mais parce que ça m'a affecté un petit peu plus, tu vois. Ouais, non, mais c'est clair. Il y a toujours des moments un peu. Moi, quand j'y pense, des moments un peu gênants, un peu. J'ai un autre j'ai un autre. Je serre la main de Patrick Mahomes, le quarterback, à son stade après qu'il ait gagné un gros match. Et donc, avec Léo, avec qui je suis, on lui raconte notre vie et il est hyper intéressé de tout. Et sauf qu'à un moment, le sujet de nos vies passe à autre chose. Et du coup, je lui pose juste une question sur le match et j'ai vu qu'il a check out. Genre en mode: ah non, j'ai pas envie de parler du match. Ah ouais, d'accord. Il s'est retourné, fin de discussion, tu vois. Salut, ciao. Oh, j'ai fait: ok, je sais maintenant que un joueur qui sort d'un match, peut-être que tu vas aller plus sur du personnel mais il a check out en mode: ouais, non, je vais pas parler de telle action. Ouais, okay. Salut, ciao. D'accord. Bon, ça arrive, tu vois, je le savais pas. Tu vois. Et donc toi, vas-y, raconte-moi, est-ce que t'as un moment gênant, toi, dans des photoshoots comme ça? Ouais, gênant, on va dire. En fait, moi, je suis un filou. Peut-être que dans la mode, il y a peut-être des trucs où tu demandes une pause, un truc, et l'artiste te dit: non, moi, je fais pas ça. Non, il y a des moments gênants, en fait, en mode, des fois, je suis sur un shoot, tu vois, et il faut shooter plein de talents à la suite.
et il y aura peut-être un talent, je crois, qui s'installe. Elle remet son lip gloss ou je sais pas quoi, et après, genre, elle me regarde à la caméra, elle dit c'est bon, et après, elle se barre, tu vois. Et en fait, toi, ton taf, c'est prendre deux, trois clichés. Tu vois, c'est pas très agréable, tu vois. Elle te sous-estime, elle sait pas quitter, elle sait pas ce que tu fais, tu vois. Donc elle se pose, bam bam, elle se barre, elle pense qu'à une seule chose, c'est faire son contenu avec son iPhone, tu vois. Et toi, le client, il dit ouais, mais pourquoi t'as pas de meilleure photo d'elle et tout? Parce que tu m'as donné 2 secondes. Elle s'est assise, elle s'est barrée, quoi. Donc ça la fout mal. Mais moment gênant, en fait, moi je suis un peu un filou, tu vois. Donc c'est-à-dire que tu me donnes un accès comme ça, moi bien sûr. je vais forcer comme un ouf pour trouver des accès, pour me. En fait, c'est ça qui fait ma marque de fabrique. C'est que ça qui fait la diff. Et quand j'étais au Ballon d'Or, par exemple, j'étais avec un mec de Adidas qui est vraiment très protocole, et il me dit bah en fait t'as accès qu'à cet espace-là. C'était l'aspect média. Et du coup, j'ai dit ouais, sûrement. Ouais. Bien et sûr, du coup, moi, je suis limite allé vers derrière la scène. C'était au théâtre du Châtelet, je crois. Et je suis allé derrière la scène et j'ai pris les meilleures photos de Aitana, c'est le Ballon d'Or féminin. Et toutes les photos qui ont été choisies, c'était les photos que j'avais prises derrière la scène, là où il m'a dit de pas aller. Bien sûr. Et pareil pour Fashion Week, donc tu démarres dans la rue et après tu filoutes ton entrée dans les shows. Tu rentres dans le show. T'attends pas l'autorisation, tu regardes un peu, tu sais quand t'as toutes ces célébrités de K-pop et tout, les gens ils deviennent complètement fous. C'est un peu de t'immiscer entre son staff. Et puis après tu fais le taf à l'intérieur, tu documentes les invités, le show. C'est là où les marques elles vont voir ton travail. Et du coup, mon anecdote c'était Barcelone, c'était le mois dernier. Vas-y, baisse un peu le micro. C'est juste que sinon on voit pas ta bouche. Ok. Du coup, c'était Barcelone contre. Je sais plus quel match c'était, mais en gros c'était. Ah, c'était il y a pas longtemps ça? Ouais, c'était au Stadio Olimpico. Ouais, je me rappelle. Donc je travaille avec DAZN souvent et ils m'ont filé un accès pour documenter le match. Et là, ils me disent surtout fais gaffe, t'as juste le droit d'être derrière le goal. Et du coup, moi, je suis toujours un filou, donc je fais le tour du stade et tout, le tour de la pelouse. Je rentre un peu dans les vestiaires, j'explore pour voir si je peux faire l'entrée des joueurs, l'entrée lifestyle. Et là, il y a un mec qui vient et me dit ah non, t'as pas le droit d'être là. Je dis bon bah ok, je me barre. Et à la fin du match, je reviens à la charge et je fais genre le mec un peu où est la sortie et tout, tu vois. Et le mec il me dit la sortie elle est par là. Et ensuite genre je reçois un mail de DAZN en mode ouais on est dans la merde et tout. Et ils ont rapporté que ils ont rapporté que je suis baladé. On t'avait dit de rester qu'à cet endroit là, tu vois. Et au final genre ça s'est arrangé. Genre on a dit que c'était un malentendu. Mais ouais, c'est un peu des moments un petit peu gênants. Mais... oui, il faut jouer avec cette limite. Sinon, tu fais les mêmes photos que tout le monde. Exactement. Exactement. Et finalement, en soit, c'était un petit rappel à l'ordre. Je prendrai plus trop de risques avec DAZN maintenant. Je me tiendrai bien à carreau. Mais en fait, si tu prends pas de risques, ça vaut pas la chandelle. Tu fais les mêmes trucs que tout le monde, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Après, je pense aussi à la Formule 1 à Vegas. Je me rappelle que j'ai pris ces clichés de... En gros, j'étais invité par Mercedes et à Las Vegas en novembre dernier, Mercedes a gagné. Donc George Russell, il est premier. Et là, je vois une ouverture, c'est le track invasion. En gros, tu as tout le monde qui court sur le track pour célébrer le podium. Et du coup, là, je cours un peu je suis un caméraman qui était à la bourre. Et je le suis. Et là, je passe devant tout le monde. Et je me retrouve avec George Russell devant moi, avec son trophée en train de célébrer. Il embrasse sa copine, du coup. Je prends cette photo, je la poste direct. Sa copine qui me contacte. Oh, cette photo, elle est incroyable. Et en gros, t'avais George Russell, t'avais tous les autres photographes. Et en fait, moi, j'étais juste derrière. Tu t'es mis à côté de la télé, quoi. Tu t'es mis à côté de la caméra télé. Donc, t'avais George Russell, le banc de photographes. Et moi, j'étais un des seuls qui était derrière comme ça et qui prenait la photo pile au bon moment de George Russell qui un peu célèbre sa victoire, quoi. Stylé, franchement stylé. Faut être filou. Mais oui, je suis d'accord, il faut être filou, sinon tu fais pas la diff, tu vois. Et ça, je l'ai vécu à Roland-Garros, je l'ai vécu à... Trop drôle, je venais d'acheter ma caméra 360 et j'allais au practice de tous les joueurs. Et du coup, je tendais ma perche avec la caméra 360. Et j'ai un clip qui sortira jamais de la sécurité de Rafael Nadal qui me dit « Oh, dégage ta perche !» J'avais ma perche au-dessus de sa calvitie. Oh non, c'est l'horreur. En plus, ils sont hyper complexés par ça. Mais bon, c'est la vie. Est-ce que c'est un de tes copains, The Juice, qui est dans les commentaires, qui dit salut, Bonne Mati? Est-ce que c'est une ref à... Bonne Mati, c'est Aitana. Bonne Mati, c'est la Ballon d'Or. Ah, ok, d'accord. Son prénom, c'est Aitana et
son nom, du coup, c'est Bonmati. Ok, Voilà, d'accord. c'est ça. Non, mais cool. Moi, j'ai plein de questions du coup. Je voulais savoir, toi, t'as ton compte Insta et t'as ton agence. Le business de Bullgate, il se divise comment? Il y a combien de pourcents qui on t'appelle parce que t'as des abonnés et combien de pourcents où tu viens en tant qu'agence et qu'il y ait ton nom dessus ou pas, c'est pareil. Ouais, c'est une bonne question. En gros, moi, j'ai des grosses prods et j'ai des petites prods, on va dire. Ok. Donc, en gros, une petite prod pour moi, c'est une ou deux personnes. Mhm. Et on arrive, en gros, c'est en mode. On sait faire. En général, moi, je travaille avec des gens qui savent faire les deux, photo, vidéo. Mhm. Ou bien, moi, je sais très bien faire des photos, je suis photographe. Donc, j'essaye plutôt de trouver quelqu'un qui va me faciliter la tâche en Un vidéo. peu plus fort Et en qui vidéo. va très bien cadrer. Après, moi, je suis aussi assez fort en edit. Pas que je kiffe éditer, mais j'aime bien le end result. Tu Ouais. vois. Donc, j'ai un très bon œil pour des edits qui ont un impact. Mhm. Et du coup, j'hésite pas à prendre des gens qui savent très bien cadrer. Et quand c'est possible, quelqu'un qui sait cadrer et éditer. Comme ça, moi, je peux me concentrer à 100% sur la Sur photo. la photo, ouais. Ou même tenir une deuxième caméra. Mais ça, c'est des petites prods pour moi. Et après, on a 3 ou 4 grosses prods dans l'année Mhm. où ça va être des crews de 5-6 créateurs que moi je vais gérer. Et donc, je vais emmener ces créateurs avec moi. C'est par exemple, quand je pense à ça, je pense à Monaco. Ouais. On s'est occupé de toute la prod pour Mercedes pour le week-end de Monaco l'année dernière. Donc ça, c'est des grosses prods qu'il faut coordonner. On a un runner, je me rappelle, il y avait Vincent qui courait échanger les memory cards Mhm. avec mon pote Francesco qui était à Nice. Ouais. Parce que ça faisait pas sens de le faire venir à Monaco, vu que Monaco, c'est le bordel pendant Ouais. un truc. Donc t'avais Vincent qui venait récupérer les cartes mémoire, qui les emmenait à Francesco, qui éditait. Ensuite, t'avais mon pote Youssef qui shootait vidéo. Moi, je faisais photo. Et après, on avait des journées, on était tous ensemble sur le tournage pour Ouais. le road trip Mercedes. C'est des grosses prods. Enfin, c'est des grosses prods pour moi. Ouais, disons, à ton échelle, c'est une grosse C'est ça. prod. Parce qu'en soit, dans la boîte, on est que deux. Mhm. Et après, on travaille avec Avec des freelancers, des gars freelances. que tu prends en On a un plus. très bon réseau de créateurs. Donc, ça, c'est cool. Il y a Lord Art qui dit c'est des jobs qui peuvent intéresser Samy. Et moi, ce que j'apporte, c'est différent. Je suis pas un beauty shooter comme ils peuvent avoir besoin, mais je pense que je pourrais un jour, si t'as besoin de dépanner, je pourrais venir avec ma cam. Mais tu fais des contenus en anglais aussi et tout. Oui, je fais des contenus en anglais, ouais. Ouais. Ouais, je fais des contenus en anglais. Enfin, En je mode- peux faire ce que je fais en anglais. Ok, d'accord. Mais Ça, toi, tu vises plus le marché français du coup. Bah, en fait, j'avais essayé de lancer mon compte francophone et en fait, mon algo est trop ancré en France. Hmm. Et en gros, à chaque fois que je poste en anglais, ça touche jamais le. Personne ça peut voir touche jamais. ça. Quoi. Et donc, j'avais essayé, je peux te raconter. L'année dernière, j'avais pris un stagiaire juste pour dub mes vidéos en anglais avec une IA. Et franchement, le résultat est vraiment pas mal. Ça rendait bien. Vraiment pas mal. Une bonne IA qui rend ça clean. On pourra regarder ça si tu veux. Hmm. Ça rendait ça vraiment clean. Ça reste quand même un truc d'IA, mais tu connais pas ma vidéo en français, tu la regardes en anglais. Bon, tu dis que c'est 2B, mais c'est 2B propre, tu vois. Ok. Je vais pas dire que c'est du level de MrBeast parce que lui, il prend des voice actors, mais c'est quand même propre. Et j'étais prêt à, vas-y, roll out le truc et je balance ça sur un compte en anglais. Mais en fait, sur Insta et TikTok, comme c'est exactement le même visuel, je me faisais striker à chaque fois que je postais sur un autre compte. Il m'enlevait ma vidéo ou il me faisait 0 vue, tu vois. Putain, trop galère. Mais donc, j'en ai parlé avec TikTok, j'en ai parlé avec Insta parce que c'est un vrai sujet. Parce que pour moi, comme sur YouTube, tu vois, aujourd'hui, il y a des vidéos avec plusieurs pistes audio. Je suis convaincu qu'il devrait y avoir ça sur Insta plus tard, ou en tout cas que si je crée un compte et que la même vidéo, elle a une autre langue, faut qu'elle puisse être déployée, tu vois. Mm. Mes contenus Roland Garros, ils étaient vraiment clean en anglais, je suis sûr qu'il y aurait eu une audience pour ça, tu vois. Et donc, moi, j'aurais été chaud au moins de déployer ça. Après, je suis capable de faire ce que je fais en anglais, mais pour l'instant, j'ai pas de clientèle qui vient me chercher pour le faire en anglais, et j'ai pas forcément envie d'aller chercher des clients en anglais. S'ils viennent me chercher, très bien, je le fais, mais j'ai pas encore envie de le faire. En fait, la question est super simple. Si tu me posais la question il y a 15 ans, quand j'étais au collège, je t'aurais dit oui parce que je voulais vivre aux États-Unis. Aujourd'hui, j'ai pas envie de vivre aux States. J'ai pas envie de vivre. J'ai envie de vivre en France. La plupart de mes clients seront en France. Donc, du coup, je vais pas faire cet effort du coup de faire mes contenus en anglais seulement. Tu vois. Ok. Non, mais c'est très bien. J'avais vraiment cette envie de vivre à l'étranger auparavant. Et plus les années avancent, plus je trouve que je suis bien en France quand même. Tu vois. Ouais, Et la donc France, ça impacte ma stratégie de contenu, 100%. Si je voulais faire la même chose en anglais, je pourrais, tu vois. Demain, tu vois, genre, vraie chose, hein. Demain, il y a mes parents qui déménagent, ils vont faire leur retraite au Maroc, mon frère, il est plus là. Ouais, peut-être que j'ai envie de bouger, mais il me faudrait 1 an ou 2 ans pour recréer une audience et recommencer en anglais dans un autre pays. Tu Ah vois. ouais, faut reprendre du début. Si je devrais changer de compte, totalement changer de compte, Mm. tu vois.
Je pense que je continuerai le podcast en français. Si je bouge, je ferai ça. Je continuerai le podcast en français et à distance. Et je recommencerai mes réseaux en anglais. Ok. Et peut-être même pas sur le sport. Ouais. À voir. Quelque chose d'autre. En vrai, ça me titille le monde de l'hôtellerie. Je kiffe. Je kiffe de fou. Mais le monde de l'hôtellerie, dans le délire. Influenceur voyage. Mais, pas voyage, hôtellerie en particulier. La qualité de service dans les hôtels, en fait, ça m'a toujours fasciné. Mais genre dans les hôtels de très haut niveau. Et en fait, faire des insights comme je fais sur le monde de l'hôtellerie, je suis convaincu qu'il y a un marché. Ok. Alors, je ferai un peu moins le con, sera un peu plus proprement filmé, un peu moins je vlog à l'arrache. Tu vois ce que je veux dire? La tonalité change un peu, mais je suis sûr qu'il y a de la place dans le monde de l'hôtellerie pour raconter les secrets de l'hôtellerie. Ouais. Tu vois? Ah bah, et carrément. je suis convaincu de ça. Et tu cadres tout seul à chaque fois? Tout. Tu fais tout seul? Tout seul. Des fois, j'ai un assistant pour me porter le matos, ceci, cela. Ok. Mais sinon, 90% c'est moi tout seul. Quoi. Et t'es efficace en edit? Enfin, Bah, c'est pour ça que je suis vraiment efficace en edit. Comme je cadre tout seul, j'ai vraiment le montage dans ma tête, tu vois. Ouais, d'accord. Donc quand tu vois, pendant les JO, quand j'ai fait plein de vidéos, mais c'est que parce que je cadre moi-même, tu vois. Ouais. Et je le vois avec d'autres agences qui font les mêmes sujets que moi. Bah ouais, mais tu viens avec un cadreur, le monteur c'est un autre mec, le ceci et cela. Bah t'as besoin du temps que le monteur il fasse le dérush, donc je suis juste plus rapide, tu vois. Ouais. Et c'est ça la diff. Ok, vois. d'accord. Mais Non, mais c'est quand même impressionnant parce que t'es assez efficace, quoi. Mhm. Les contenus, ils sortent quand l'événement il est mardi, le contenu il sort le mercredi en général. Mm. Donc ouais, c'est cool. Ouais, non, moi j'ai cette capacité. Et même, il se trouve qu'ils sortent le mercredi parce que la marque doit les vérifier. Moi je suis capable de te les sortir le soir. Ah ouais, Tu d'accord. vois. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Mais tu t'es jamais chauffé à être journaliste? Non, pas du tout. Ok. J'ai pas envie d'être journaliste parce que la casquette de journaliste, elle est très différente. J'ai pas envie de travailler pour France Télé, j'ai envie de collaborer avec France Télé. Tu Ok. vois. France Télé qui dit on fait venir Samy pour qu'il fasse du Samy, c'est différent de Samy est un employé et il bosse. J'ai envie de garder mon indépendance. Et aussi, à partir du moment où tu es journaliste, tu rentres dans un cahier des charges, tu dois poser des questions d'une certaine manière, tu dois ceci, tu dois cela. Moi, je veux pouvoir poser des questions qui m'intéressent. Tu vois ce que je veux dire? Bah ouais, carrément. Donc, il y a une partie de journalisme, mais je veux garder de l'influence quand même. C'est très important. Mais c'est en fait ce qui est différent dans ce qu'on fait, c'est que toi t'es un créateur de contenu, Mhm. tu vois. Exactement. Moi, je suis créateur de contenu à temps partiel, on va dire. Et en fait, moi, Oui. mon agence, c'est vraiment pour faire des contenus pour les marques. Totalement. Donc, c'est-à-dire que c'est pas moi qui vais être devant la caméra. Ouais, totalement. Ça arrive, quoi. J'ai déjà eu une collab avec McLaren à Abu Dhabi où ils voulaient que je sois dans le contenu. Mhm. Donc ça arrive, mais c'est très minime. Oui. C'est pas mon business. Mon business, c'est vraiment de créer des contenus vraiment captivants Mhm. avec des caméras. Enfin, c'est des Sony, c'est pas non plus des On n'est pas Arri sur des raids, on n'est pas sur Red des ou des gros FX, Ouais. FX6. FX6, ouais. Ouais, c'est vraiment. C'est plutôt run and gun, donc assez léger à coordonner. Bien sûr. Et l'attrait des marques qui vont embaucher, c'est qu'ils veulent pas coordonner des grosses teams. Ouais. Ils veulent pas avoir des budgets de 100 000 euros par prod Mhm. pour coordonner des grosses teams à loger à Mhm. Monaco et tout. En fait, moi, je suis assez réactif, assez vif. C'est totalement la même chose. Moi, c'est ça, ce ouais. qu'ils adorent, c'est que je viens, je fais un truc quali et je suis tout seul. Mm. Je suis tout seul ou allez, un gars, tu vois. C'est ça. Et c'est hyper important pour eux parce qu'ils peuvent pas accréditer 4, 5, 6, 7, 8 gars. Tu vois. Exactement. Et le truc, du coup, c'est que moi, je sais faire photo et vidéo. Mhm. Et les accrèdes, elles sont limitées, comme tu l'as dit. Et s'ils me donnent une accrède, ben, ils auront photo et vidéo. Alors que s'ils donnent l'accrède, la plupart, 90% des créateurs, c'est soit photo, soit vidéo. Ça, c'est fort parce que j'avais commencé un peu en photo vidéo et là, j'ai switché 100% en vidéo. Je pourrais pas te couvrir un event en photo et vidéo en même temps. Enfin, genre, Ouais. je trouve ça impressionnant de la capacité de faire les deux. Ouais, bah le truc c'est que il faut toujours pratiquer. Et dans mon cursus, j'ai commencé par pas mal de photos et j'ai vu comment les gens travaillaient en vidéo. Du coup, j'ai appris la vidéo par-dessus. Et maintenant, le truc avec les réseaux, c'est que tu es obligé de savoir faire des vidéos pour te promouvoir. Ah, c'est sûr. Tu vois. C'est Donc sûr. en fait, être un photographe, c'est un désavantage, c'est un avantage et un désavantage. C'est-à-dire que c'est toujours toi qui vas finir en premier sur un tournage ou sur Oui. une prod. Mais pour te promouvoir, du coup, tu vas poster tes photos et après, tu vois. Les photos, ça a très peu d'impact. C'est pas Lewis Hamilton, première photo de lui en Ferrari. Oui. Ça va être compliqué pour toi, Oui, mon c'est- gars, de te promouvoir, exactement. tu vois. Donc, je te dis que quand t'es vidéographe, tu as beaucoup plus de matériel pour te promouvoir, Bien sûr. pour te mettre en avant. Et si tu sais faire les deux, ben
là t'es au top. Ouais, là t'es Tu vois. génial. Donc là, tu as des jobs en photo, tu Mhm. termines un peu plus tôt, et après, tu as la place pour te promouvoir avec les contenus vidéo que tu fais. Mhm. Donc, c'est pour ça. Si tu es photographe, en fait, tu peux pas que être photographe. Tu es obligé de. Surtout les nouvelles générations, les nouveaux talents, les nouveaux trucs, il faut apprendre à raconter des histoires avec Mhm. tes photos, et puis à te promouvoir avec des vidéos, des BTS, être innovant avec. Ouais, je suis d'accord parce que moi je me suis convaincu d'une chose. Ouais, je sais faire du quali, mais je serai jamais le meilleur cadreur et je Mhm. serai jamais le meilleur réal, je serai jamais le meilleur monteur. Mais par contre, je peux ajouter moi qui présente, je peux ajouter ma proximité avec les gens, comme tu dis, l'énergie, l'authenticité. Bah là, quand tu commences à accumuler ça, plus ça, plus ça, plus ça, bah, y a plus beaucoup de monde qui peut le faire, tu vois. Ouais, non, mais en fait, ce qui est fort, c'est que tu as réussi. Enfin, tous les créateurs de contenu qui sont successful, qui Mhm. réussissent. Comme le mec qui fait les transitions, tu sais. Ouais. Let Him Ouais. Cook. En fait, ils ont trouvé leur format Mhm. dont tout le monde va se rappeler, tu vois. Et toi, tu as réussi à trouver un format où ton audience et même les gens qui te follow pas, mais ils ont vu passer ta tête dans France TV. Ils ont dit ah ok, ce mec là il a des formats il les suit quoi. Ouais. Donc il y a une ligne directrice, il y a un storytelling, et c'est ça que les gens ils vont faire. Ah ben on va le follow parce qu'on aime bien son format, on aime bien comment il Ouais. raconte les histoires, on apprend des trucs quand il présente des choses. Mhm. Donc t'apportes une certaine valeur et d'une manière assez dynamique et fraîche. Il y a une top Sur les question dans le chat que je voulais prendre. D'ailleurs, comme ça, le chat, vous pourrez dire, je prends vos questions. C'est quoi ton format préféré et sur quel sujet? Dans quoi tu t'éclates? J'aime bien ça. Comme je t'ai dit, moi ce que j'adore faire, c'est avoir un cadreur avec moi. Mhm. Parce que, comme je t'ai dit, la vision créative, je l'ai. Donc, je sais ce que je veux, je sais ce qui va marcher. Le truc qui me freine, c'est au montage. Je suis un peu plus lent au montage. C'est-à-dire qu'un très bon monteur, il va me monter ça à minuit. Mais moi, genre, je vais devoir terminer à 3h ou à 4h du matin pour arriver au même résultat. Mhm. Ça veut dire, et surtout que j'ai les photos à éditer avant. Donc, j'ai toujours envie d'avoir un cadreur. Je pitch toujours un cadreur avec moi pour mes jobs. Et l'idée, en fait, c'est que je passe devant la caméra. Donc, c'est-à-dire que les gens, ils comprennent ce que je fais, pourquoi je le fais, comment je le fais. Donc, montrer le behind the scene. Et on avait fait des formats qui étaient très, très cool et qui ont marché super bien Mhm. à Abu Dhabi. On avait une carte blanche pour créer les contenus qu'on voulait. Ok. Donc, à Abu Dhabi, ils m'ont dit on a besoin de photos parce que l'année dernière, les photos des célébrités qu'on avait, elles étaient pas ouf du tout. C'est-à-dire que les célébrités ne les repartageaient pas et il y avait un gros problème Ouais. là-dessus. Donc, on a besoin de quelqu'un qui sait faire des photos elevated. Qui vont donner envie aux restats de partager, C'est ça. quoi. Et moi, j'ai tout ce background en tant que fashion. Donc, Ouais. ça, faut le garder en tête. Ouais. Et moi, j'adore le sport parce que dans les gros événements sportifs, en fait, ça attire de toute manière les grandes célébrités Ouais. et les gros talents. Et là, c'est pas seulement des influenceurs, c'est vraiment des grosses célébrités, des Oui, Jason Statham, des A-list. tu vois, des voilà. A-list. Et en fait, un pote à qui j'avais bossé à la Coupe du Monde au Qatar, qui travaillait chez Adidas, il a dit j'ai le mec qu'il vous faut. Et là, du coup, il m'a Très bien. posé mon nom sur la table et Stylé. il m'a amené à Abu Dhabi et on a fait toutes les photos. Le mec a été promu grâce au travail qu'on a fait Génial. et il est passé boss de tout ça. Donc, on est renouvelé pour Putain, l'an prochain. génial. Et le truc qui a fait la différence, c'est qu'on a créé des daily recap de chaque jour Ça, c'était pour quel event? Ah, oui. pour Abu Dhabi. Oui, pour je le me GP. rappelle d'avoir vu ces daily recap et tu passais dedans. C'est ça. Donc en fait, on s'est mis en scène, on a fait des intros assez créatives pour mettre en avant, pour raconter un peu, décrypter la Formule 1 à Abu Dhabi. Mhm. Et la moyenne de vues sur TikTok pour Abu Dhabi GP, c'était 3000 vues par jour. Et 3000. 3000. C'est pas fou. C'est pas ouf. Pas Parce fou. que en fait, c'est le channel TikTok de la course. C'est pas le channel TikTok de la F1. Ouais, Donc ouais. en fait, chaque course a Ok. un promoteur. Ok, d'accord. Et ce promoteur a un channel TikTok qui est Ok. plus ou moins suivi. Je crois, je sais pas D'accord. combien ils ont de followers, peut-être 100 000. Ok. Mais c'est pas non plus le Formule 1 où ils ont 50 millions. Tu vois. Ok, d'accord. Ils avaient 3000 vues de moyenne. Et quand ils ont posté nos trucs, ils ont fait 2 millions de vues. Putain, avec génial. le contenu, on voit ma gueule au début, tu vois. Génial. Et en fait, ils ont kiffé de ouf. Ils ont dit, mais c'est incroyable et tout. Deux mecs, ils ont réussi à faire ça. Ça tue. On a fait des vues et tout, on est content. Donc voilà. Ok. Donc toi, tu t'éclates beaucoup dans sport automobile, F1 et tout. Exactement. Donc Ok. en fait, l'idée, c'est toujours de livrer la prod pour laquelle on est embauché. Mais c'est de tourner du contenu supplémentaire pour se promouvoir Mhm. et pour créer un format pour en fait, comment on peut dire en français, mais repurpose. Mhm. Tu vois, genre,
je suis trop l'américain, mais Ouais. franchement, j'oublie le français. Tu peux dire Pardon. réutiliser. Réutiliser le contenu, mais en fait, pas reposter la même chose que la marque a posté. Bien sûr. En fait, pour que Parce ça que sinon- performe sur tes réseaux, il faut que tu apportes une touche personnelle, Et donc- une touche plus en connexion avec ton audience, parce que ton audience, elle te suit pour toi, Ouais. elle te suit pas pour les Pour le tafs que produit tu vas fini, faire, le produit fini. Et donc toi, quand tu y vas, tu fais ta mission et tu as déjà à peu près en tête ce que tu veux shooter en extra ou Ah ouais. des fois ça se fait à l'arrache. Alors c'est 50-50. Voilà, j'imagine bien. Quand une marque vient me pitcher un projet ou une prod, il y a 50% du temps où je vais passer à bosser pour les concepts de la marque, il y a 50% du temps où je vais scroller TikTok comme un ouf Pour avoir, pour tes avoir trucs à mes toi. concepts. Je les save pendant 1 mois et demi, je vais avoir une librairie de 50 propositions et une semaine avant je vais dire je prends les 5 meilleures propositions qui peuvent marcher, qui peuvent être virales et qui vont rapporter un truc à ton profil, tu vois. Donc ça c'est ma stratégie et franchement ça fonctionne très bien quoi. Ok. J'arrive toujours à trouver une petite idée qui va marcher, qui va être virale. Ok. Pareil, encore une fois, le chat, vous êtes en train de carry pour l'instant. Est-ce que tu fais encore des photos, vidéos, sans que ce soit un job? Est-ce que genre tu vas encore à des events gratuitement de toi-même? Ah ben ouais, là je suis à la Moi, Fashion Week. moi, Je totalement. suis à la Fashion Week. J'avais un taf vendredi dernier. Et pendant 5 jours, j'avais pas de taf. Ouais. C'est-à-dire que j'étais juste en mode. Je connectais avec. En fait, ce qui est cool avec la Fashion Week, c'est que tu te fais plein de potes. Ouais. C'est-à-dire que tu vois qui sont les hustlers de la rue, tu vois. Ouais, les Tu gars. vois les gars Bien qui sûr. se pointent tout le temps, qui Bien ont la sûr. dalle, qui sont là. Et en fait, à force d'être là, toi aussi t'es un hustler, toi aussi t'as la dalle. Et forcément, ça rapproche. Donc tu vas dîner avec eux, tu deviens vraiment pote. Ouais. Ça te fait un réseau. Et quand il y a des jobs, bah, on se refile les jobs. Quand on peut pas les faire, bah, on se les refile, tu vois. Quand on arrive à rentrer dans un show, on va essayer de faire rentrer son pote. Son poteau, bien Donc, sûr. il y a quand même Je- une certaine Et solidarité. je suis totalement aligné. Et en plus de ça, moi je pense qu'il faut toujours s'entraîner. Et quand tu vas que à des trucs où t'es payé, bah t'as ton cahier des charges, tu dois faire ton truc, etc. Quand tu veux tester des choses, bah il faut ce terrain de jeu où t'es pas payé. Et c'est pour ça, pareil dans le sport, bah on va au match du coin, tu vois. On va au match du Exactement. coin s'entraîner. Et je dis toujours, voilà, si tu peux pas mettre en lumière le beau match du coin, tu peux pas mettre en lumière le match du PSG quand t'auras la crête. Tu vois. Exactement. Et juste pour te donner une anecdote aussi qui est assez intéressante à mon avis, c'est que pendant l'Euro, j'avais très envie de travailler pour l'Euro. Genre faire des photos ou enfin couvrir l'Euro. Et j'avais pas de taf. Oui, j'ai vu, t'as pris des billets. Voilà, donc j'ai pris les billets pour France-Pologne. Je me rappelle, c'était à Dortmund. Et j'ai ramené mon pote. Et en fait, on a réussi à rentrer des A7, A7S3 avec un 85 mm Zeiss. En fait, ça, c'est le plus gros rapport que tu peux avoir avec la qualité. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est un objectif pas trop gros, mais qui voit plutôt loin. C'est juste ça. Exactement. Donc c'est un 1.8, donc ça ouvre pas mal, permet d'avoir un petit bokeh, tout ça. Et on a pris les places les plus proches du terrain dans le fan club. Oui, et sur le penalty de Mbappé, C'est ça. C'est ta photo. Exactement. Donc penalty de Mbappé, c'était ma photo et puis on a eu de la chance. Il tire le penalty, il vient célébrer de notre côté. On a pu mitrailler avec le 85 mm. Et ces photos-là, en fait, elles nous ont permis d'être invités au match d'après. Donc on s'est fait inviter par Adidas pour aller courir d'autres matchs jusqu'à la demi-finale. Et juste avant la finale, on reçoit un appel de la team de Harry Kane. Donc la finale, c'était Angleterre et Espagne. Et j'ai documenté la journée de sa famille toute la journée avant qu'il aille faire sa finale. Ok. Et rien n'est sorti vu qu'il a pas gagné. Ah ouais. Donc j'ai pas eu à éditer. Ah bon, y a pas de montage. Y a pas de montage. Y a pas de montage. Pas de montage. C'est-à-dire que j'ai pu créer tous les contenus que je voulais avec les meilleures places possibles Et à t'étais l'Euro. payé. Bah bien sûr, j'étais payé. Incroyable. J'étais payé, bah oui. Incroyable. Et du coup, Ça, j'ai c'est vécu super. ma finale en mode. Super deal ça. Ouais, enfin c'était un peu tout le monde tirait la gueule. Mais Oui, ouais, bien sûr. C'était vraiment pas joyeux quoi. Tout le monde Et toi, t'es au pleurait. milieu de tout ça, t'es en train de faire tes intros TikTok. Moi, la seule erreur que j'ai faite, c'est que je portais le maillot de l'Angleterre. En plus, j'avais pas besoin de le porter puisqu'ils m'ont pas donné de maillot Ah bah de oui, l'Angleterre. en plus, je trouve, même si t'es avec eux, viens neutre, tu sais, moi je suis Ouais. toujours en mode neutre. En fait, faut
faut toujours être neutre. Mais oui, Tu il faut peux pas- toujours être habillé Tu peux neutre. pas être habillé d'un côté ou de l'autre parce qu'en fait, il y a toujours des opportunités pour te glisser, pour te rapprocher. Faut tu vois, pour- toujours. Parce que si ça se trouve, les supporters espagnols, il y a des places libres et tu peux te rapprocher du stade, sûr. enfin du Ouais, stade. ouais, Et c'est un peu un truc de l'Angleterre, jamais tu peux faire ça. totalement. Ou j'aurais pu aller sur le pitch célébrer avec les Espagnols. Bah non, c'était pas possible. Ah oui, t'es habillé. Ah non, mais je suis trop d'accord là-dessus. Et il y a un autre sujet. Il faut pas être habillé. Faut être habillé neutre. Et aussi, tu peux être soit habillé hyper stylé à faire croire que t'es une resta, ou être habillé hyper neutre. Je t'explique le truc. Quand on est allé au Pro Bowl, le All-Star Game de NFL avec Léo Sartel, moi, je suis allé sweat noir, casquette noire, short noir, il faisait chaud, mais genre basique de ouf, Ouais. tu vois. Et lui, il est allé stylé parce que il se fringue bien, tu vois. Ouais. Et en fait, nous, on avait des accrètes jusqu'à 30 minutes avant le début du match. Quand la sécurité passe, il l'attrape, monsieur, partez. Moi, ils me disent rien. Parce que que je pensais je que suis- tu t'as fait, ouais. Bah, franchement, je suis habillé vraiment J'ai passé le match, mais assis bord terrain. Genre, cette table, c'est le touchdown. J'étais assis. Ah, mais c'est Incroyable. Mais pareil, à l'inverse, Léo habillé stylé, etc. Sur un autre event, un match de flag football de célébrité, il y avait Kai Cenat, Speed, patati patata. Lui, il venait d'acheter son Apple Vision Pro. Il met le bonnet, les cheveux bien habillés, le cargo, etc. Il est ressorti du match avec le crew de Offset. Ah ouais, il était avec d'accord. Offset, Il s'est mis avec bien, Kai quoi. Cenat, etc. Et donc, tu vois, il y a un côté ou l'autre, tu vois. Mais 90% des cas, faut venir en mode Ouais, faut nobody venir neutre. et s'habiller en noir en fait. Tu vois, noir, casquette, c'est le meilleur plan pour un peu se T'es faufiler. vraiment t'es vraiment le mec le plus lambda. Tu vois, noir, casquette, mais plus classe, tu vois, genre Ouais. un peu propre sur toi. Oui. Genre, mais juste noir en fait, ça te permet de pas attirer le regard, pas Exactement. attirer l'œil de la sécurité. Tu veux peut-être passer en même temps qu'un certain staff ou un certain crew. Tu vois, moi ça m'a permis d'accéder à Stephen Curry, d'accéder à plein de célébrités. All-Star Game, j'ai pu me rapprocher. Le All-Star Game à NBA à San Francisco, là, il y a un mois. Genre, je me suis rapproché vraiment au bord du terrain, tout ça, tu vois. Après, je me suis fait griller à la fin, tu vois, mais j'ai réussi Oui, mais t'as ton contenu. à faire mon contenu. Donc, ouais, toujours low-key, propre sur soi, en noir. Franchement, il n'y a, Ah, rien de ça, mieux- je suis d'accord. y a rien de mieux que ça. Je suis d'accord. T'as réalisé tous tes rêves? Non, jamais. Moi, en gros, en fait, là, je suis vraiment beaucoup derrière la caméra. Donc là, le next step, ce serait vraiment d'avoir peut-être un crew avec moi qui me follow parce que j'ai plein d'histoires à raconter. Genre, je veux être plus devant la caméra un peu pour Ok. décrire ce que je fais plus que montrer ce que je fais, tu vois. Donc, l'idée, c'est quand même d'aider ma communauté, tu vois. Parce que j'ai une communauté qui est assez cool, qui me soutient vraiment. Et le seul regret que j'ai, c'est que j'ai pas assez de temps pour faire plus de tutoriels, plus décrypter un peu ce que je fais, plus vloguer un peu ma vie, tu vois. Et en fait, je vis des trucs tellement intenses. Genre, c'est dingue, mon planning, c'était Melbourne, Sydney, puis je revenais à Saint-Moritz. Ensuite, j'allais à San Francisco pour le NBA All-Star Game. Et des fois, c'est en une semaine, tu vois. Ouais. J'étais à la F1 au Mexique. Je devais atterrir 5 heures avant la cérémonie du Ballon d'Or. Mon avion était 4h45 minutes de retard. Oh là là. C'est-à-dire que j'arrive aux accréditations du Ballon d'Or 5 minutes avant que ça ferme. En sachant que j'ai atterri, j'ai dû attendre mon bagage. C'est-à-dire que mon bagage est arrivé en premier. J'ai eu de la chance. Oh là là Mon là bagage là. qui sort en premier, genre j'ai jamais cru. Je me suis changé, j'ai mis mon costard dans le RER à Sevran. Oh Avec là là. Sevran dans le RER, j'étais là en train de mettre un costard. Les gens ils me regardaient tellement bizarre, le truc, le Oui, RER le bondé, sac de matos. ouvert, le sac ouvert comme ça, la valise ouverte en plein milieu. Les gens ils me regardaient comme un fou. Eh, t'es un ouf. Et genre moi j'arrive, il y avait Vincent mon collègue qui m'attendait à l'arrêt Châtelet, qui a récupéré ma grosse valise, qui l'a emmené au Airbnb pendant que moi je courais comme un malade dans mon costard pour récupérer mon accred. C'est un truc de fou, tu vois. Donc Lunaire. t'imagines s'il y avait un mec avec moi qui documente un peu ça. Ah ouais, enfin, c'est vrai que ça c'est lunaire. Par donc, contre, ça ralentit avoir un mec, un mec en plus. c'est vrai, Ça, ça c'est- ralentit. Mais c'est pas tout le temps comme ça, donc en vrai il y a de la place pour créer des contenus. T'as quel âge? Bonne question. Tu me donnes quel âge? Mais moi je pense qu'on a le même âge. T'es quelle année? Je suis en 95. Ah, je suis 93 moi. Ok, d'accord. Ouais. Donc quelques années de plus. Ma question du coup, parce que moi je le sens avec moi à couvrir autant d'événements, et toi tu couvres au moins 2 fois plus d'événements que moi. Quand est-ce qu'on burn out dans cette histoire? Ah, c'est Tu pas vas facile pouvoir de- tenir combien de temps en vrai? Parce que Ben, dans tu te l'idée, vois tenir longtemps encore à ce rythme-là? dans l'idée, tant que t'as la motivation, tu tiens. Tu vois, et finalement, tu vois, les gens qui burn out, c'est les gens qui font des trucs qui les passionnent pas. Tu vois, enfin qui les passionnent,
sais pas comment dire. Je pense que tu peux burn out si t'es passionné parce que t'en fais trop et t'as besoin de prendre un temps mort. Ouais, mais attends, je te challenge, je suis désolé. T'as pas de vie perso actuellement. Ouais, non, là, c'est tout pour le taf. Ouais. Et moi, je suis convaincu qu'il y a des chapitres dans une vie. Non, vraiment. Il y a des moments où tu vas te dévouer à une partie de ta vie, il y a des moments où tu vas te dévouer à autre chose. Donc, moi, j'ai pas de souci. Surtout l'année dernière, 2024, je l'ai dévoué au taf, mes potes, ils le savaient, etc. Mais du coup, on est d'accord. Tu dévoues ta vie au taf actuellement. Ah ouais, c'est beaucoup de sacrifices en fait. En fait, moi j'étais hyper sportif à l'époque, donc je faisais énormément de basket. Après, quand on avait le Covid, j'ai fait pas mal de vélo, j'ai fait des courses de ouf en vélo. C'est-à-dire que j'ai appris. Pareil, j'apprends vite les trucs en fait. Moi, je suis obsessed quand je veux faire un truc, j'y vais à fond quoi. Il y avait pas mal de potes qui faisaient du vélo, du coup, je me suis lancé le défi de faire la Race Cross France. Je sais pas si t'en as entendu parler. Pas du tout. C'est une race de 2500 km qui traverse toute la France en 10 jours. Ouais. Moi j'ai fait la moitié. En gros, t'as une division qui c'est le 1100 km qui démarre de Annecy, qui démarre du sud de la France, près de Cannes, et qui monte jusqu'à Annecy. Et ça, faut le faire en 3 jours max. Et je me suis lancé ce défi et c'était 25 000 mètres de dénivelé en 3 jours. Et c'était 1100 km, 25 000 mètres de dénivelé, et je l'ai sorti en 3 ou 4 jours. Sur un vélo en mode bikepacking, tu dors pas, tu manges ce que tu trouves sur ta route et tout. Et une fois que j'ai fait ça, après j'avais réussi mon défi, donc j'étais content quoi. Ouais. Et après en fait ça j'ai dû laisser tomber avec le boulot. Surtout que quand je travaillais, j'avais 2 tafs en fait, j'avais mon taf chez Adidas et à côté de ça je travaillais pour ma passion. Donc en fait, je me suis chauffé à poster tous les jours. Donc en fait, le temps que je le passais pas sur le vélo, je le passais à créer des contenus, à connecter avec des gens, à aller sur des tournages le week-end. Et en fait, c'était all in. Ça va faire 3 ans, 2 ans, 2 grosses années que c'est all in. Je suis convaincu que dans une vie, si tu veux atteindre des trucs conséquents, il faut un all in pendant un moment. Ah oui. Moi, j'ai été en all in jusqu'à l'an dernier. Je pense que cette année, je suis moins all in. Le podcast fait partie de ma manière de prendre un peu de recul, mais je suis convaincu que le all-in reprendra très très vite aussi. Et en même temps, mon pas all-in à moi, je sais qu'il représente quand même beaucoup pour d'autres personnes, tu vois ce que je veux dire ? Non, mais c'est clair. Mais l'idée en fait, c'était que là aussi, j'essaye de ralentir un peu parce que au départ, les premières années, en fait, c'était moi qui voulais tout faire. Je voulais être photographe, vidéographe, monteur, color gradist. Je voulais tout faire. Et j'y arrivais pour un certain temps et je me suis dit, mais en fait, moi, ce que je kiffe faire, c'est des photos. Ouais. La vidéo, je l'utilise pour un moyen de communiquer, mais c'est pas mon kiff au plus profond de moi. Donc, ça, j'ai appris à déléguer. Je commence à amener des cadreurs avec moi, des monteurs, en fonction de leur dispo et tout. Et si jamais il n'y a pas de dispo ou quoi, je reprends le montage. Mais là, j'essaie vraiment de redistribuer les tâches et de me focus vraiment sur ce que je sais faire de mieux. Parce qu'en fait, les gens. Les marques, elles t'embauchent pour ce que tu sais faire de mieux. Elles veulent vraiment des mecs qui sont chauds. Donc si tu sais faire un peu bien de tout, finalement, tu perds un peu d'intérêt pour certains jobs. Et je me contredis peut-être, mais en fait, il y a différents profils de clients, de trucs. Bien sûr. Mais si des clients me perçoivent comme quelqu'un qui sait tout faire et m'embauchent pour ça, tant mieux. Et s'il y a d'autres clients qui me perçoivent comme un expert en photo, lui c'est le mec de ça, c'est le mec de la photo, ils me prennent, ils me voient comme ça, ça me va très bien. Donc en fait, je joue un peu là-dessus aussi. Bien sûr. Et en fait, ça fonctionne. Comme tu m'as demandé avant, est-ce que j'ai atteint mes rêves ? Non, pas du tout. En fait, c'est toujours la galère pour accéder à certains événements. J'ai pas all access pour toutes les courses. C'est toujours la galère pour les Fashion Week. Donc en fait, moi, mon goal, c'est vraiment de photographier, d'être le meilleur au monde en photographie d'événements. Tu vois. Donc en fait, l'événement, c'est assez spécifique comme domaine parce que tu dois anticiper les interactions, anticiper les gens qui vont se dire bonjour, anticiper par exemple dans un événement de sport, tu dois connaître le sport. Au basket, tu dois savoir quand il va y avoir un alley-oop, quand il va y avoir un dunk, quand il va y avoir une remise en jeu. Donc en fait, tu dois connaître ton sujet. Je trouve on se sent hyper con quand on va photographier ou filmer des sports qu'on connaît pas. Genre, tu te sens pas genre, attends, qu'est-ce qui se passe ? Ils vont dans quel sens ? Les premières fois où je filmais du rugby, mais oh là là, c'était horrible. Alors que bon, c'est un peu prévisible le rugby. Enfin, ils vont dans un sens, il y a pas de. Mais ouais, je trouve ça. Si tu connais pas les règles par cœur ou si tu t'as pas regardé plusieurs matchs, tu peux pas anticiper, tu peux pas comprendre.
même prévoir juste, tu vois, si le client il dit t'as besoin de combien de budget, combien de personnes, tu lui dis 2 personnes ça suffit, en fait il en faut 4 pour, tu vois. Ouais. Donc ouais, faut. En fait, moi mon objectif c'est vraiment de couvrir les plus gros événements de la planète. Ça marche bien parce que j'ai déjà pas mal d'accès et pas mal de grosses opportunités, mais par exemple moi un de mes rêves c'est les Oscars, tu vois. Ah ouais? Ah ouais, je kifferais de ouf faire les Oscars, genre juste documenter quand tu vois, quand les acteurs ils reçoivent leur Oscar. Je fais pas mal aussi au festival de Cannes, tu vois, mais pareil j'ai pas tous les accès, c'est toujours la galère. Cette année je vais peut-être avoir accès au gala de l'Amphar, c'est un des gros galas très connu avec les plus grosses célébrités à Cannes, pendant le festival de Cannes. Mais ça, c'est vraiment le truc qui me font kiffer, quoi. Tu sais où je te verrais être bon? Là, ça vient de m'arriver. Je te verrais bien au Met Gala. Je t'envoie dans le Met Gala, je suis sûr que tu ferais des dingueries, toi. Franchement, en fait, je les mettrais dans une sauce, tu vois. Ouais. Mais le truc, c'est que ce genre d'événement, c'est donné que aux gens des États-Unis la plupart du temps, tu vois. Il y a eu Lena Situation. Ouais. Il y a eu Lena Situation. Ouais, Lena Situation, elle a 4 millions. Ah oui, non, mais bien sûr. Mais, tu vois, toi, tu pourrais être le Samy Situation, tu vois, genre, tu pourrais un peu documenter. Ah oui, je pourrais documenter le truc. Je pourrais bien le documenter, mais pareil que toi, c'est un truc où je pourrais pas avoir accès. Pas en tout cas en l'état avec le profil que j'ai, tu vois. Ouais, en fait, c'est inatteignable et atteignable en même temps parce que il y a toujours un média ou un truc qui a un accès. Sûr. Et si il connaît ton profil, si t'as vu quelque part, ils veulent toi, ils t'envoient. Moi, tu vois, je suis convaincu que si je veux vraiment, demain, je peux devenir une tête sur le compte de ESPN. ESPN, si ils ont juste à découvrir, ok, ce format avec un mec embarqué, on aime bien, je te le fais en anglais et en 6 mois, je peux passer sur le compte ESPN. Ouais. Et en fait, ça arrive. Ça arrive régulièrement que la F1 par exemple, quand ils ont lancé la nouvelle saison à Londres il y a quelques semaines de ça, ils ont, sur le tapis rouge, ils ont invité des créateurs de contenu pour interviewer les pilotes pendant leur tapis rouge. Et en fait, il y avait une fille qui, je me rappelle plus de son prénom, mais en gros, elle faisait des contenus sur la Formule 1 dans sa chambre, tu vois. Elle commentait un peu les courses, les événements de course, tout ça. Et elle s'est fait repérer et puis ils l'ont mis sur le tapis rouge et elle interviewait avec Carlos Sainz, Max Verstappen et tout. Et elle lui posait des questions avec son petit micro DJI et puis tu vois, genre il y a plein d'opportunités comme ça qui sont possibles, quoi. Non, ça j'en suis convaincu. Qu'est-ce que je veux savoir d'autre sur ta life? Là, t'as prévu quoi? Tu m'as dit que tu vas aller faire un petit tour d'Asie. Ouais, là je suis hyper content. La dernière fois que j'étais en Asie, c'était en 2016, quand j'ai fait un échange en Australie avec mon université. Parce que, alors, pour la petite histoire, j'ai perdu 3 années. Enfin, j'ai pas perdu 3 années, mais j'ai fait un DUT ingénieur. Ok. J'ai fait une première année de STAPS, une deuxième année de STAPS que j'ai redoublé, une troisième année que j'ai faite en Australie, du coup, en échange universitaire. Et en allant en Australie, je me suis arrêté en Asie. C'était la première fois que je voyageais vraiment. J'ai fait Malaisie, Thaïlande, Bali, Cambodge aussi, je crois. C'était mes premières expériences à l'international. Et après ça, du coup, j'ai fait une année de STAPS encore, sciences et techniques des activités physiques et sportives. Donc c'est les sciences du sport. En master à Lyon. Quand Nico justement jouait à Villeurbanne. Ok. Donc t'es juste à côté. Ça tombait bien, je pouvais aller voir ses matchs et tout, j'étais pas esselé. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, je voulais pas travailler dans la performance sportive. C'était un milieu très très compétitif et j'avais pas en fait. J'aimais ça, mais j'étais pas passionné, tu vois, par tout ce qui était aspect technique. Et du coup, ce que j'ai fait des études de business. Donc, je suis allé à Bordeaux, à Kedge Business School. Et avec ma copine de l'époque, du coup, on a habité ensemble et on a fait Kedge Business School. Okay. Et donc, j'ai eu mon master de l'école. Et c'est après ça que j'ai postulé à Adidas et que j'ai intégré Adidas. Ok, d'accord. Donc voilà. Pour la petite histoire. Non, mais on a eu un peu le même. Tiens, j'aimerais bien savoir ça. Parce qu'on a eu le même lien avec le monde du sport où on en a fait. Mais à un moment, la performance n'était plus notre sujet. Tu l'as dit. Est-ce que toi, dans ta création, tu retrouves un petit peu cette compétitivité, ce feeling de performer? Ah ouais, bah en fait, la performance dans le travail, c'est
c'est qu'il y a énormément de compétition. Mhm. Donc il y a énormément de créateurs. Et même si t'es le meilleur, si tu sais pas te promouvoir sur les réseaux, ça va être difficile de faire ton trou, quoi. Il y a des créateurs assez niches qui sont très très forts et qui sont courtisés sans forcément se promouvoir sur leur réseau. Ils sont aussi représentés. Il y a énormément de créateurs très talentueux qui sont représentés par des agences. Donc ça veut dire qu'ils ont même pas besoin de faire de marketing, tu vois. Ils sont chez eux, ils font leur petite vie pépère et puis les agences les contactent, leur disent bah t'as un taf avec Rimowa, t'as un taf avec Lewis Hamilton, t'as un truc. Mais franchement, moi j'ai jamais été représenté, tu vois. C'est toujours en mode pareil. Ce qui me ramène du business, c'est vraiment ce que je poste sur les réseaux. Donc là je poste pratiquement que sur Insta parce que comme je t'ai dit, là je suis déjà à 100%, j'ai pas la capacité de faire du TikTok encore, de faire du YouTube. Peut-être que je suis pas encore assez organisé. Tu veux pas poster exactement les mêmes choses sur TikTok et YouTube au cas où si, je le fais. Mais ça performe c'est pas la même. Oui, c'est pas la même ADN. C'est pas la même ADN. Donc l'idée serait vraiment de recruter peut-être une team qui vont un peu m'entourer pour. Et puis après. Toi, je te vois bien. Alors pour ceux qui écoutent et qui connaissent pas les créateurs Quinry, peut-être que toi tu le connaîtras pas. Je te vois bien avoir un TikTok qui ressemble à Justin Porter. Tu vois le vidéaste de mariage? T'iras le voir. Ouais, vidéaste de mariage, un Renoir complètement taré. Ah, je crois que je vois qui c'est. Il fait des vidéos YouTube aussi. Il fait des vidéos YouTube aussi hyper costaud et il raconte. Et bon, lui c'est plus un fan de matos. Il adore le matos. Lui, c'est un ouf. Il parle de matos. Il y a de l'amour dans ses yeux, tu vois. Mais par contre, je pense que je te verrais bien faire du behind the scenes comme lui il fait, tu vois. Genre lui il est là et ça se voit, il est excité à propos de son craft, il est content de raconter son craft. Je pense que tu serais tout autant content de montrer ton craft de cette manière. Ouais, après moi je kiffe le matos, peut-être pas directement, enfin pas comme lui, tu vois, mais le truc c'est que en fait j'ai beaucoup de valeur à donner aux gens, même si je fais mon business course, tu vois, genre en mode, tu sais, je me pose dans un setup et puis j'ai une petite équipe de tournage et puis on monte ça sur le tas, mais en fait j'ai plein de tips vu que j'ai démarré de rien. Genre vraiment de rien. Les premières connaissances business que j'ai eues, c'est quand je suis allé à la Business School Bordeaux, tu vois. Donc j'ai fait 2 ans d'école de business et c'est même pas 2 ans d'école de business, finalement c'est 1 an parce que t'as 6 mois de stage x2. Donc c'était 1 an de business. C'est-à-dire que ce que j'ai appris là-bas, c'était pas révolutionnaire, mais ça a un peu set up mon mindset en mode business. Ça m'a permis de faire des connexions et il y a rien de sorcier en fait. Donc je pense que dans une formation de quelques heures, je peux te résumer tout ce que j'ai appris dans l'heure. En fait, là où tu vas faire la différence, c'est est-ce que tu vas, que ce soit si tu fais de la prod, est-ce que tu vas prendre ta caméra, est-ce que tu vas show up, est-ce que tu vas prendre des risques, est-ce que tu vas booker un hôtel pour 1000 balles. Et en fait, mettre 1000 balles sur toi, même quand t'as pas énormément de thunes, pour une semaine à la Fashion Week, c'est tu mises sur toi-même. C'est-à-dire que tu mets 1000 balles et c'est comme un pari que tu fais sur toi-même. Et il n'y a que toi pour être créatif, pour te donner les moyens, pour être à fond, pour aller dans la rue, pour créer des contenus, pour réussir, tu vois. Si tu veux percer en Formule 1, tu vois, là je te parle de Fashion Week, mais peut-être que les gens ils en ont rien à foutre de la fashion, mais si tu veux faire de la Formule 1, il y a plein de créateurs qui sont dans leur chambre et qui se disent bon on va commenter les faits je vais regarder la course et je vais relever tous les moments un peu critiques de la course et je vais lancer des TikTok dessus, tu vois. Et si tu veux être photographe en Formule 1, ça coûte pas très cher la Formule 1 quand tu regardes de près. Le Grand Prix du Qatar, les prix c'était 17 € pour la place. Bon, forcément, tu dois payer l'avion, tu dois payer l'hôtel, mais le Grand Prix de Formule 1 c'était 17 € la place. C'est-à-dire que moi, j'avais pas d'accrède, j'avais rien. Je me suis dit, je suis à Dubaï, je vais faire le trip, je vais au Qatar, je prends ma place, j'ai fait les contenus. Et ça m'a permis de créer des contenus à la Formule 1. Et ça, qu'est-ce que ça raconte ? Ça raconte que tu es passionné de Formule 1. Ça raconte que tu as la motivation pour aller créer des contenus. Et ça, les marques, elles le remarquent et elles vont t'embaucher elles vont t'inviter au début. Déjà, tu vas pas être payé tout de suite. Ça, c'est sûr. Comme dans le sport. Comme dans le sport, t'es pas payé tout de suite. Tu vas être peut-être... Si tu as de la chance, tu vas être peut-être invité. Si tu as de la chance, tu vas peut-être rencontrer les bonnes personnes. Et par la suite, si ton contenu est attrayant, ils vont dire on peut faire une collaboration commerciale, on peut faire un truc ensemble. Mais il y a des échelons à respecter, quoi. C'est hyper intéressant parce que moi, de valeur ou de moi-même, je me suis toujours dit non, je vais pas aller payer pour être quelque part, je vais plutôt filmer le terrain du coin, filmer le match du coin et le rendre le meilleur et ensuite les grands m'appelleront, tu vois. Mais par contre, en effet, quand je prends ta logique, à chaque fois où j'ai été contre cette valeur et j'ai payé quelque chose et j'ai sorti du contenu et j'ai sorti un truc bien,
bah tu te fais toujours remarquer et ça a toujours mené à du taf. Donc je suis d'accord avec toi, même si j'ai quand même une approche un peu différente. Tu vois, moi je suis vraiment plus dans le délire de je vais faire un truc vraiment cool dans le monde amateur et puis les gros ils vont s'en rendre compte que c'est cool quoi. Ouais, non, mais toi, ta force, en fait, c'est que tu arrives à rendre n'importe quoi intéressant, tu vois. Donc, tu vas trouver un truc excitant, un truc marrant à raconter, des anecdotes, tu vas aller parler aux gens. En fait, ce qui marche de ouf sur les réseaux, c'est aussi les interactions entre humains, tu vois. Donc, tu sais, les micro-trottoirs, c'est les... Ouais, mais tu vois, je respecte de ouf, merci pour le compliment, mais moi je suis convaincu que maintenant avec tes skills, j'adorerais te voir aller à un match de foot du coin et je suis sûr que tu pourrais faire quelque chose de cool. Et Ouais, je suis sûr que tu pourrais faire quelque chose de... Franchement. Oui, oui, je sais, mais le truc, c'est que, en fait, ces matchs du coin, ça te permet de tester du matos, ça te permet d'être au bord du terrain, ça te permet d'être libre créativement, tu vois. Et en fait, ça, je le fais tous les ans avec le camp de Nicolas Lang. Ouais. C'est-à-dire que tous les ans, je m'assure que j'ai cette semaine de libre pour au moins 2-3 jours pour aller voir Nico à Strasbourg. Il a son camp de basket et je lui fais les photos ou je lui crée des contenus pour son camp de basket. Ouais, je suis d'accord. Donc finalement, j'entretiens toujours ce lien et puis c'est une passion aussi. Donc pour moi, c'est pas du travail, c'est vraiment du kiff de voir des gamins s'éclater en été, se donner à fond. Être trop fier de jouer au basket devant Nicolas, tu vois. Enfin, je suis d'accord. Dans le chat, ça dit, je résume, Samy Almelon, pas Bull Gates. Parce que moi, si je suis pas sur la liste, c'est non. Tu vois, c'est non. Non, mais je suis d'accord. Il faut toujours un lieu, un endroit pour s'entraîner, tu vois. Et c'est pareil, tu vois. C'est pour ça que je fais trop le lien avec notre taf et le sport. Genre pour moi, il faut qu'on aille à la salle, faut qu'on fasse nos shoots, faut qu'on fasse nos gammes, faut toujours s'entraîner, tu vois. Exactement. Et en fait, le truc qui va faire la différence, c'est que tu as l'entraînement et une fois que tu maîtrises tes gammes, donc tu maîtrises tes paramètres de la caméra, tu maîtrises t'as certaines automatismes, t'as certaines options créatives, tu vois. Bah là, en fait, tu vas devoir apprendre peut-être à travailler avec... À briser les règles un petit peu. Voilà, donc à briser les règles et aussi à travailler avec peut-être ton iPhone. Parce que tu vas être... Il y a plein de fois où je vais au stade et ben on me dit ta caméra elle rentre pas. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu dis bon bah tant pis je shoot rien, ou est-ce que tu te dis bah en fait il y a tellement de potentiel juste à sortir ton iPhone et à faire une vidéo en mode tu sais toutes ces vidéos virales où genre tu filmes toi et après tu fais un peu le choqué et puis tu montres que t'es au Santiago Bernabéu, tu montres qu'il y a un truc spécial, tu vois. Ben moi j'étais au launch de la Formule 1 à Londres il y a quelques semaines et j'étais invité de Aston Martin. Et ils me disent bon ben on a juste besoin de Aston Martin et Boss, ils me disent bon ben on a juste besoin d'une story en mode pour montrer que Boss et Aston Martin lancent la nouvelle voiture et donc je leur ai fait leur story, je l'ai édité juste à l'iPhone, ils l'ont posté sur le channel Boss après que ma story, enfin que mon reel ait fait 2,5 millions de vues. Et ton reel, c'est toi. Mon reel, c'était moi qui étais en mode choqué. Genre, je me filmais avec mon iPhone comme ça, en mode choqué. Et après, j'ai mis les espèces de sons qui drop à chaque fois. Tu vois, boum, boum, boum. Et en fait, je mettais des petits clips de 2-3 secondes. Des clips de chaque voiture, tu vois. Et après, ils ont vu que ça a marché. Et je pense que ça les a chauffés. Ils ont posté ça sur le channel Boss. Un truc à l'iPhone, tu vois, sur la chaîne Boss de moi qui est édité juste à Fernando Alonso, la voiture, l'ambiance générale. Et ça les a suffi, ils étaient trop contents quoi, tu vois. Ah, trop bien. Donc voilà, en fait faut pas se dire que tu vas bosser qu'avec ta caméra, faut se dire en fait les options créatives faut les avoir en tête, tu vois. Si pas possible avec la caméra, je vais sortir mon iPhone, c'est pas possible avec mon iPhone parce que j'ai plus de batterie, je vais avoir une petite GoPro, un truc. Faut toujours que ce soit possible de créer un truc avec les idées que tu as en backlog quoi. Ouais, moi je suis convaincu que tu as raison là-dessus et je veux toujours filmer la caméra pour avoir une belle image, etc. Mais moi, mes formats, je pourrais très bien les faire à l'iPhone de A à Z, tu vois. Et je pense que je pourrais faire plus de volume. Je pourrais faire encore plus de vidéos. Mais je pense que je me différencie quand même à filmer avec une belle qualité. Parce que sinon, je me rapproche trop d'un journaliste, là, d'un coup. Tu vois. Ouais, c'est clair. D'un coup, dès que tu n'as plus la belle qualité de caméra, cela, je trouve que je me rapproche trop. Bah non, c'est clair. Et la caméra, ça te permet aussi de mettre en avant avec le focus, avec le truc. Il y a plus tu contrôles plus l'exposition, tu contrôles plus le narratif. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si tu sais utiliser une caméra, faut vraiment se forcer à l'utiliser. Il y a certaines idées où l'iPhone suffit, des idées courtes, comme ces séries hyper virales de 9 à 12 secondes. Ces idées courtes-là,
tu pourrais les faire à l'iPhone et c'est pas un problème, tu vois. Mais les idées un peu plus longues où il faut raconter une histoire et tout, j'en recommande quand même la caméra parce que tu as beaucoup plus de moyens pour rendre l'histoire. Tu vois, tu peux sous-exposer, tu peux surexposer, tu peux focus sur un truc ou pas. Tu peux mettre du slow shutter pour faire un effet un peu vif, tu vois. Alors que l'iPhone, finalement, c'est hyper utile. Ça fait tout automatiquement, mais c'est pas c'est bien pour les formats courts, moi je dis. Donc, voilà. On fait les nerds de caméra là, je continue. Sur l'iPhone, tu filmes jamais en log, tu t'as testé un petit peu, ça t'intéresse pas? Non, moi j'ai encore l'iPhone 14 qui filme pas en log. J'utilise pas trop le log parce que déjà pour tourner en log, ça prend beaucoup de ressources sur ton iPhone et le truc c'est qu'il faudrait avoir un espèce de un disque dur externe pour que ça soit effectif. Moi, si je veux filmer en log, même avec l'iPhone 16, c'est-à-dire que je me le mets en mode log et en fait, ça va mouliner pendant genre 1 ou 2 minutes et me dire votre iPhone se prépare pour record en log en mémoire interne. Alors qu'en fait, pour que tu puisses tout tourner en log, faut que tu aies un espèce de SSD attaché au truc. Donc déjà, c'est assez contraignant. Et en fait, quand je filme à l'iPhone, je m'en fous un peu des couleurs, tu vois. Tu veux que ça ressemble à un truc d'iPhone. Ouais, je veux que ça ressemble à de l'iPhone. Okay. Je veux pas fake que ce soit de la caméra. Moi, j'attendais. Là, on est sur l'iPhone 16, c'est ça? J'attendais l'iPhone 16, je pensais l'acheter. J'ai vu que le seul marketing point le plus important, c'était Apple Intelligence et pas la caméra. Donc, j'ai été très déçu. Je t'avoue que le 16, j'ai été vraiment, vraiment déçu. Donc là, j'attends du coup le 17 pour me le prendre et upgrader ma caméra. Ouais, moi j'avais le 14, du coup j'avais déjà prévu de le prendre. De toute façon ça passe en boîte. Dis-toi que tout ce que moi j'ai un format SARL en Allemagne. Tout ce que tu dépenses pas, c'est taxé à 45%. C'est-à-dire que, en fait, le but, c'est de cramer. Bienvenue dans le podcast de Samy, optimisation fiscale. Exactement. Donc, en fait, le but, c'est de cramer un maximum d'argent, dans la mesure du raisonnable, mais dans du matériel, tu vois, dans du matériel, dans des expériences, dans des hôtels, dans d'investissements, dans des prods personnels que tu veux créer. Même si je veux emmener un mec, comme tu l'as dit avant, tu m'as rappelé que je partais en Asie, là, je vais faire. Corée du Sud, Japon et Shanghai. Et en gros, là, j'ai essayé de ramener quelqu'un avec moi pour un peu record mes behind the scenes, m'aider à éditer les contenus, tu vois. Alors, ça, c'est des ressources qui peuvent être investies sur ton business, tu vois. Donc ça me permet aussi de faire la balance et de pas payer des ajustements de fou de taxes. Bien sûr. L'Allemagne, ça taxe. Je pense que la France, c'est pire. On est à peu près au même level, je crois. À peu près au même level, ouais, mais. Ouais, donc. Dans le chat, ils sont incroyables. Ils ont dit dommage qu'on soit tous au chômage pour pas comprendre cette discussion. J'ai vraiment l'audience que je mérite. Putain, j'avoue, faut être au chômage pour regarder ce live. Regardez ce live. Non, vendredi 17h30, vous sortez du travail. Non, mais il a commencé à 16h. Il y a des gens, ils étaient à l'heure. Il y a des gens qui étaient à l'heure à 16h. Il y a un mec, il a commenté URSAF, viens voir. URSAF, viens voir. Putain. Non, on est encore une fois, tant que les dépenses sont dans le bien de ton activité économique. Et non, mais je vais pas m'acheter des dingueries. On s'achète pas des Rolex. Regarde, il a une Apple Watch, j'ai une Casio. J'ai une Apple Watch. Voilà. Je l'ai payée à sueur de mon front, celle-là. Exactement, c'est ça le plus important. Qu'est-ce qu'on a d'autre à se raconter, nous? Moi, je suis bien content qu'on ait pu faire cette connexion. Bah ouais, on en a bien discuté, hein, mais ça a duré une bonne heure. Mais écoute, c'est cool d'avoir connecté ou quoi pour de vrai. Parce que la première fois qu'on s'était vu. Est-ce qu'on va bosser un jour ensemble ou c'est trop différent ce qu'on fait? Bah non, carrément, ouais. Moi je kifferais faire une collab. Tu sais, t'as un Tyrese Haliburton ou quoi, je kifferais faire oui, BTS bien ou sûr. Quoi, tu me diras. Ouais, donc toi, t'es basé en Allemagne? Ouais, moi je suis basé en Allemagne, donc à Nuremberg. Pour la petite histoire, du coup, c'est juste à côté des QG mondiaux de Adidas. C'est pour ça que j'ai déménagé à Nuremberg. Ça va faire 6 ans maintenant. Et j'ai travaillé 4 ans pour Adidas. Et ça va faire 2 ans que je suis. Un peu plus de 2 ans que maintenant je fais les choses par moi-même. Ouais, du coup, je trouve Nuremberg assez calme comme ville. C'est assez petit. C'est à 1h30 au-dessus de Munich, à 1h de l'Allianz Arena pour ceux qui suivent un peu le foot. Ouais. Mais c'est assez central en fait. Tous mes clients, ils sont en Allemagne. Donc, la majorité de mes clients sont en Allemagne, entre Boss, BMW, Porsche. Je fais beaucoup de trucs avec Mercedes. Donc, c'est assez central et ça me permet d'être au centre de tout et de voyager de manière assez efficace dans l'Allemagne. Et quand je dois aller à l'étranger, je vais à Francfort. C'est à 2 heures de train et je vais direct à l'aéroport de Francfort, puis je me déplace là où je dois être, quoi. Bien. Dans le chat, c'est marrant, il y a un running gag, ils disent que je vis dans un château
grâce à l'argent des collabs. Et du coup, là, ils viennent de dire à Nuremberg, il doit avoir un château de zinzin s'il vit comme Samy. Ah non, mais moi je vais vous dire un secret pour Samy. Il envoie tout son argent au bled. Et c'est Western Union. Il envoie tout. Et là, je suis arrivé, j'étais choqué. Il habite pas sous la Tour Eiffel, il habite pas aux Je Champs-Élysées. suis loin. Il n'y a pas d'hôtel particulier. Je suis loin, on coffre. Je vais pas vous dire où c'est, mais c'est très très proche de l'extérieur du périph'. Voilà, je vais pas lui donner son adresse exacte. On se connaissait depuis une seconde en vrai. Il me dit toi, ça se voit, tu coffres parce que tu vis pas dans Paris. Ah, il coffre hein, les collabs France TV là. Et c'est pas des lol. Hein. C'est pas des... L'argent il part. Pas bonjour, il m'a pas dit bonjour, rien. C'était terrible. Non, mais du coup, ça me ferait plaisir. Je t'appelle dès que j'ai un event, un artiste, un athlète. Mais toi, je te mets un défi. Parmi tes clients, vends une presta de mes contenus en anglais pour leur réseau. Tu leur dis, j'ai un gars, je fais ça. Vends-leur un truc, ouais, viens, tu m'emmènes. J'ai jamais fait la F1. Amène-moi sur un truc de motorsports, un truc délire. En full anglais, pour leur réseau. Hein. En fait, ce qui marcherait bien avec ton format, c'est que je t'emmène sur une prod et que tu fasses un peu le reporter de la prod, tu vois. Je fais ton reporter de ta prod. Tu sais, t'interviews un peu. Tu vois, au lieu que tu le vendes à ton client, tu le prends pour ton agence. Exactement. Je fais le reporter de ta prod. Et tu vois, tu parles un peu en mode. Tu t'interviews un peu les gens sur le set. Je pense que je vais essayer de les prévenir, tu vois, un peu, mais en mode. Tu les interviews. Alors, toi, c'est quoi ton rôle, tu vois? Un gaffeur ou un mec comme ça. Et c'est délire parce que tu vois, je pourrais filmer votre BTS et montrer il est 3h du mat et là ils ont fini leur truc, tu vois. Voilà, c'est ça. Je vais pouvoir montrer ça. Tu dis voilà, Bullgate c'est le chef de la prod. C'est lui le boss. C'est lui le mec qui a eu cette prod, tu vois. Genre, vas-y, c'est lui le mec. Il est en train de tout ça là. Il est en train de faire ma voix là. Il est en train de faire ma voix de mes intros. Tu sais, dans le chat ils disent. Alors on va rencontrer le mec qui gère ce set exceptionnel. Dans le chat ils me disent c'est la voix de Décathlon quand j'active la voix des intros. La voix de journaliste. Décathlon. Exactement. Ouais, je pense que ça pourrait être un format, délire. Un format vraiment cool. Avec plaisir. Bullgates Décathlon, tu vois, ils sont déjà Bullgates Décathlon, incroyable. C'est terrible. Donc en fait, la fin de ce podcast, c'est que je me fais roast pendant les 15 dernières minutes par mon chat et par mon guest. Ok, bah génial. Bon les gars, merci, c'était bien cool. Dernière question, je dois avoir qui dans cette chaise pour un bon épisode? Tu m'enverrais qui dans ton réseau? Dans mon réseau, alors. Moi, je pense à deux personnes qui sont nos potes, mais j'aimerais bien que tu me dises quelqu'un que je ne connais pas en attendant que tu cherches. Moi, je pense à Nicolas Lang, bien sûr, et je pense à Kevin DBKN. J'aimerais bien l'avoir et un petit peu. Ouais, j'étais avec lui au All-Star Game, on a bien bossé ensemble. Kevin, sacré bosseur dans ce qu'il fait. Donc, je pense que les deux, j'aimerais bien les avoir. Mais toi, tu m'enverrais qui que je connais pas? Alors. Bah, peut-être un sportif, mec, un Nadjerifi. Ah bah bien sûr. Ça serait top ça. Ah bah bien sûr. Tu Nadir, le poses là dans la. Il a l'air bon délire. Nadir avec plaisir. Tu as déjà parlé en plus, non? Oui, j'ai déjà fait interview pour Puma avec lui, mais ça ferait très plaisir. Dans le chat ils ont dit les huissiers. Non mec, je t'enverrai un contrôleur de l'URSSAF. Un contrôleur. Et ce serait pas un délire si vous faites toutes les factures comme ça, il te met dans la sauce. Il te dit mais Samy, mais c'est quoi ce bordel? T'as mis un France jacuzzi. TV. T'as mis un jacuzzi. 15 000 €, t'as rien déclaré. Mais ça va où l'argent? Oui, transmet. Western Union. Mais c'est un truc de fou. Attends, tu donnes 20% à Western Union, tu donnes rien à nous. Attends. Interview avec un huissier. Ouais, donc Nadjerifi, ouais. Nadjerifi, ça me va. Je préfère Nadjerifi. Donc on a Nadjerifi et l'huissier de justice. Okay. Tu vas voir les meubles qui sortent comme ça là. Je tiens à dire, c'est lui qui a commencé à dire ouais, il faut cramer de l'argent, sinon les impôts, tout ça. Moi, j'ai rien dit. On vient, on m'attrape le col. Attends, mais toi, tu pars où? On voit pas tes vacances. Moi, je montre pas quand je pars en vacances, tu vois. Mais par contre, tu vois, ça, on peut y aller. On peut en parler dans l'influence. Je montre pas mes vacances, je montre pas ma vie perso, je montre pas mes trucs, là où d'autres influenceurs ils montrent beaucoup. Moi ça m'intéresse pas. Mes dernières vacances, j'étais aux Philippines avec mon daron. Je l'ai montré quand même parce que j'étais bien fier, parce que j'ai fait mon échange aux Philippines il y a 10 ans, j'ai pu y retourner et grâce à l'argent des collabs et tout, j'ai pu payer avec mon compte en banque perso, je tiens à le dire. Mais ça c'était juste après une mission que j'avais à Hong Kong. J'ai filmé pour PMU là-bas.
Énorme. des courses de chevaux. Et en gros, je me suis dit, je suis à Hong Kong, je suis pas loin, je vais aller aux Philippines. Et je remercie toujours mon daron parce que tu vois, moi, je sais pas prendre des vacances tout seul. Genre, je n'arrive pas à prendre des vacances tout seul. Pour moi, partir, c'est un truc partagé, tu vois. Et genre, j'étais à Hong Kong, j'étais en mode, putain, je suis pas loin de l'Asie, c'est la fin d'année, il y a plus d'OP, c'est le moment de se reposer. Et je dis à mon daron, mais papa, je vais pas prendre de vacances si je suis tout seul. Et il m'a dit, tu bouges pas, je te rejoins. Trop bien. Ah bah d'accord. Et du coup, je lui ai payé les vacances. Ah, Allez, ouais. hop, allez, hop. Allez, ça Mais régale. du coup, fier Comme de quoi, moi. il doit gagner beaucoup d'argent. Oh là là. Il arrête pas. Bon, merci les gars d'être passés. Fin de podcast. Ah, ça me termine. Bon, allez les gars, merci beaucoup. Bilal, Ouais. ça me fait trop plaisir. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver, redis une dernière fois? Bah, moi, je communique par par Skype. Non, Moi, je suis sur Microsoft Teams. Voilà. Alors non, c'est Instagram, Bullgate. Le nom est dans le tag est dans le titre du stream. Et puis voilà, je poste mes aventures assez régulièrement. Donc attendez-vous à pas mal de Formule 1 là, ça va arriver. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui va arriver? Je vais pas mal vlogger un peu au Japon, tout ça. Donc si vous voulez un peu avoir une dose... Japon c'est quand même trendy, donc si vous voulez avoir une bonne dose de contenu japonais... Et ils ont le vent en poupe et depuis longtemps. C'est pas genre... Non, c'est ouf, ça dure. Hein. Les gens c'est pas genre aiment le c'est Japon. pas une phase, hein, c'est pas une trend, c'est vraiment juste la qualité japonaise, c'est vraiment cool. Mais moi, je vais un peu attaquer ça d'une manière un peu différente. Je vais connecter beaucoup avec les locaux, tu sais, les karmites, tu vois, les regroupements de voitures. Tu sais, les regroupements de voitures. Ah, karmite, ok, d'accord, Tu j'ai cru que c'était... Ouais, c'est Ouais. la communauté automobile là-bas. Ouais, tu veux faire Fast and Furious Ouais, Tokyo Drift, j'ai c'est capté. ça, ouais. Je J'ai veux voir capté. les rassemblements, je vais voir un peu les Merci de solidifier les stéréotypes. Les stéréotypes, voilà. Ouais, bah, full stéréotype. On y va à fond. J'espère que je vais pas. Tu seras retrouver- pendant les cerisiers là, c'est comment on appelle Ouais, ça? je crois que c'est les blossoms. Ouais, exactement. Cherry Blossom. Non, mais Cherry c'est les mots, ils sortent en anglais, c'est relou. C'est Tu les seras pendant- cerisiers. Oui, c'est les cerisiers. Les fleurs de Les- cerisier. L'éclosion. L'éclosion des fleurs de cerisier, des arbres. Putain, le français niveau Ouais. B2 pour finir ce podcast. Mais là, j'ai regardé, ils ont eu des tombées de neige un peu random, donc j'espère que ça va tenir. On verra. Bah, pas mal. Mais je vais faire tout le Japon, donc on verra quoi. Trop bien. Le chat, merci d'avoir été là en live. Si vous écoutez ça, mettez-nous 5 étoiles, abonnez-vous, tout ce qui fait augmenter l'argent de ce podcast. Et puis les marques, si vous êtes là et que vous voulez sponsoriser le prochain épisode avec l'huissier, on est ensemble. Merci beaucoup. Au revoir. Avec plaisir. Bye bye. Ciao, ciao. Au Merci à tous. revoir. Salut.